et Claudia Wallet. Et aujourd'hui, à l'aéropod confiné, on a, comme d'habitude, en studio, en salle à manger avec moi, Grégory Blanc. Bonjour. Et ça va bien, Greg? Ben, j'ai bien aimé ton petit pouce. Là, on a l'autre là aussi. Là. Non, mais t'es là, puis je le sais qu'il y a une... En tout cas... Il y a lui là, à côté. Là. Non, c'est juste que t'es là, là. Ah, OK. Je vais peut-être pointer l'écran pour les deux autres. Hey! D'accord. André Allard, des ailes du Québec. Hey, confino et confinette de la planète, bonjour. Oups. OK. On met ça sur le dos de la maladie. Et Olivier Lacombe, pilote Bonjour, désigné. Émérite. Ouais, les deux. Ouais, pilote désigné. Alors, Bonjour tout le monde, tous les amateurs en confinement. Ouais. Ouais. Confinons. tous les amateurs confinés. Excellent. On part ça tout de suite avec l'actualité parce qu'on a vraiment plusieurs petits sujets à couvrir. On va vous faire ça en rafale. Premièrement, on en a parlé la semaine passée, il y a 2 semaines, de la question d'une décision qui devrait venir à propos de la juridiction sur les aéroports. Et ça nous avait amené à parler d'un sujet connexe un peu d'un autre cas d'un aéroport. Bref, on a le suivi aujourd'hui, Olivier. Oui, donc le ministre Garneau, cette semaine, a remis sa décision concernant le développement de l'aéroport de Saint-Roch-le-Chigan et au plus grand malheur des promoteurs et des gens de l'aviation au Québec et probablement au Canada. La décision est défavorable. Donc, le ministre Garneau maintient son droit de veto, si on veut, sur le développement de l'aéroport à Saint-Roch-le-Chigan. Donc, le ministre Garneau appuie le gouvernement du Québec qui ne veut pas qu'il y ait d'aéroport à Saint-Roch, c'est ça? Non, en fait, le ministre Garneau suit la procédure de Transport Canada. Depuis le gouvernement Harper, quand on avait la ministre des Transports, Mme Wright, il y avait eu un promoteur qui avait voulu faire un aéroport dans son comté en Alberta. Et elle s'était opposée à ça et elle avait fait mettre au règlement de Transport Canada que tout nouveau projet d'aéroport ou de modification majeure à un aéroport existant, exemple vers une 4e piste à Dorval, par exemple, cela doit être fait avec une consultation publique. Et suite à ça, le ministre collige toutes les informations via Transport Canada et remet sa décision. Okay. Et dans ce cas-ci, la décision est négative. Donc, en gros, ce qu'on comprend, c'est que cette consultation publique-là, elle est ouverte juste aux gens de la communauté ou c'est at large? C'est at large. Donc, c'est un peu comme on avait vu à Saint-Hubert pour les consultations pour le bruit. N'importe qui est intéressé peut déposer un mémoire OK. Dans le dossier. Et puis là, Transport Canada collige toutes ces informations-là, monte un dossier et présente ça au ministre avec une recommandation. Et ensuite de ça, le ministre va venir prendre la décision. OK. Puis, mais dans ce cas-ci, on présume, en fait, on a une bonne idée qu'avec le gouvernement Trudeau qui est minoritaire, comme le comté où l'aérodrome de Saint-Roch-le-Chigan serait un aérodrome qui est, en fait, pas un aérodrome, mais un comté qui est sous l'emprise du Bloc, on peut penser que la décision a été prise pour aider le gouvernement à garder sa minorité. OK. Ouais. Et là, ça veut dire que c'est final? Il n'y aura pas d'aéroport là-bas ou il y a d'autres étapes ou... Ben, on a vu Bernard Gervais, le président de COPA, qui a envoyé une très bonne lettre cette semaine avec d'excellents points, qui répondait le point par point. On pourra mettre ça dans les notes de l'épisode pour les gens qui veulent aller voir ça. Et puis, en ce moment, les promoteurs sont en train de regarder, probablement avec COPA, les recours qu'ils ont face à Transport pour essayer de forcer la main du ministre. On ose croire que c'est pas la fin. On espère que c'est pas la fin. OK. Résultat financier de Bombardier, Alain. Oui, Alain. André. C'est qui, Alain? Je m'excuse. Je te crie des noms. C'est l'ancien PDG. Bon, écoute, ouais, OK. On a Alain Bellemare en ligne. C'est de là que ça venait, c'est sûr. En fait, savez-vous à quoi je vais résumer la situation de Bombardier comme je l'ai fait la semaine passée? C'est-à-dire un premier trimestre difficile, une situation catastrophique, puis un avenir incertain. C'est... ben oui, on le sait, Bombardier a raté sa cible au premier trimestre parce que du côté transport, les livraisons n'ont pas été ce qu'elles devaient être. Parce que oui, la compagnie brûle les liquidités en ce moment, comme toutes les grandes entreprises manufacturières de la planète.
La seule chose qui me dérange un peu dans tout ça, ma plus grosse crainte, tu sais comment nos médias traditionnels aiment s'en prendre à Bombardier, surtout quand ça va mal. Puis j'ai peur qu'encore une fois, on saute sur l'occasion puis qu'on focalise juste sur les problèmes de Bombardier, puis que quand ça va être le temps d'aider cette entreprise-là, comme toutes les entreprises manufacturières au Québec, ben celle-là, on ne voudra pas l'aider sous prétexte que, parce que, puis peut-être que, puis... mais de toute façon, André, je pense que Bombardier, la haute direction, puis Éric Martel s'attendent à devoir, tu sais, dans un plan d'attaque qu'ils sont déjà en train de mettre sur pied, il y a une ligne supplémentaire de « coup qu'on ne se fait pas aider par le gouvernement » parce que là, je pense que il va falloir qu'ils se préparent à ce que soit qu'il n'y ait pas d'aide, peut-être pas, mais que l'aide soit beaucoup plus limitée que ce qu'elle a déjà été dans le passé parce que, je veux dire, c'est ça, il reste que c'est politique. C'est, en ce moment, toute aide à Bombardier est très, très impopulaire. Moi, je pense que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher du financement public. Oui, bien en fait, aller chercher du financement public serait différent de ce à quoi les autres entreprises auraient accès. Parce que, tu sais, on a appris qu'ils allaient avoir accès à la subvention salariale. C'est correct, parce que les autres ont accès à ça aussi. Mais je pense pas qu'ils vont avoir de mesures particulières dans leur cas qui vont être politiquement acceptables, comme vous sembliez vouloir le dire. Oui, absolument. Ça va être vraiment compliqué. Okay. Il va falloir que ce soit imaginatif. Là. Ben, on s'entend tous que, de toute façon, la plupart des entreprises manufacturières, et surtout dans le secteur de l'aéronautique, là, ça va prendre un programme particulier au secteur aéronautique. OK? À partir du moment où c'est un programme particulier à toute l'aéronautique, puis que Bombardier tombe dans ce programme-là au même coup que Pratt & Whitney Canada ou les autres gros intervenants ou les gros manufacturiers au Canada, à ce moment-là, ça pourrait passer. Ceci dit, il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles non plus jeudi dernier. Une bonne nouvelle. Ben, Mitsubishi a confirmé son intention de prendre possession du programme CRJ le 1er juin. Malgré quelques rumeurs qui avaient couru, sorties de nulle part, comme quoi ce deal-là allait pas se concrétiser, on a eu la confirmation que, comme prévu, ça allait se faire rapidement d'ailleurs. T'étais bien renseigné, André. En fait, comme d'habitude. En fait, d'après moi, là, Mitsubishi a rendu un service à Bombardier en disant oui, on va faire l'annonce officielle, on va prendre le contrôle officiellement le 1er juin. Normalement, il aurait dû attendre le 1er juin, sortir un beau communiqué de presse. S'il n'y avait pas eu de COVID-19, on aurait eu une belle conférence de presse à Mirabel. Mais là, on comprend que pour Bombardier, c'était pratique la journée des résultats financiers d'avoir cette annonce-là, cette confirmation-là. Et tu as aussi Spirit Aerosystems qui a confirmé son intention d'aller de l'avant avec l'acquisition de l'usine qui fabrique les ailes à Belfast. Fait que 2 des 3 choses qui étaient in limbo avec tout ça viennent d'être confirmées et c'est réglé. C'est réglé, c'est fini, deal done. Ben, Aerosystem, c'est pas réglé, c'est pas deal done. Mais de l'autre côté, ça va plutôt bien parce qu'ils reprennent les livraisons à Boeing là. Ouais, puis ils ont eu des... Boeing a versé des sommes, des pénalités, au cas du soutien à Aerosystem pour s'assurer qu'ils puissent reprendre les livraisons. Ouais. Et qu'ils n'aient pas de lorgner trop vite du côté d'Airbus, là. Oui, tu as tout à fait raison là-dessus. Mais les gens d'Aerosystem, le conseil d'administration était très clair. La transaction avec Bombardier est importante justement parce que ça va leur permettre de se diversifier. Et ce que pourrait faire Spirit Aerosystems pour financer cette acquisition-là, elle pourrait avoir recours, par exemple, à l'émission d'obligations aux États-Unis qui sont rachetées par la Fed. Et ces obligations-là sont j'allais dire des obligations sans obligation, c'est-à-dire en gros, si la compagnie tombe en défaut, ils sont garantis par le Trésor américain. Pardon, pas par le Trésor, par la Fed. Puis tu n'as aucune exigence au niveau de... Non, ça peut être ultra mal coté. Ouais. Donc, Spirit Aerosystems pourrait très bien avoir recours à ce programme-là. Elle n'aurait pas de compte à rendre à ce qu'elle fait avec l'argent. Absolument. Puis servirait de bord pour faire l'acquisition des 2 usines de Bombardier à Casablanca puis à Belfast. En théorie, tout le monde gagne. Et voilà. Et c'est la porte d'entrée de Spirit pour Airbus. Il va rester la transaction d'Alstom à boucler.
mais c'est une transaction des trois, c'est celle qui est la plus politisée, c'est-à-dire qu'il y a eu le plus d'interventions gouvernementales. Mm-hmm. Puis là, on s'entend tous, le Québec va mettre sur pied des programmes de développement d'infrastructures de transport en commun. On parle entre autres à des tramways puis en tout cas des moyens de transport collectifs. Puis certainement qu'on va pouvoir... J'allais dire train de banlieue, c'est pour ça. Non, c'est pas un train de banlieue, excuse. Bref, OK. Bon, ben, fait que stand-by là-dessus, mais disons qu'on n'est pas trop nerveux pour l'instant. Là. Non. OK. Oui, bon, fait que dans le fond, dans tout ça, comme c'était pas les meilleures nouvelles du monde, mais quand même, ça allait. Ceux qui sont dans le trouble plus sérieusement présentement, c'est Rolls-Royce. Oui. Ben, en fait, ils le sont tous. C'est juste que dans le cas de Rolls-Royce, c'est une petite coche supplémentaire due au fait que, puis on en a abondamment parlé dans les dernières semaines, voire les derniers mois, le fait qu'ils aient du trouble techniquement parlant avec certains modèles de moteurs, ça vient ajouter à tout ce tracas-là. Tu sais, dans le cas de Rolls-Royce, là, c'est clair que quand ce virus-là est arrivé, il y a quelqu'un qui a dû sortir, puis je l'imagine, sous la pluie, les bras en l'air. Pourquoi? Pourquoi? C'est une tuile de plus. C'est incroyable que ces 2-3 dernières années, Rolls-Royce, ça va être à effacer du... Tu sais, quand tu vas lire la biographie de Rolls-Royce, là, il va manquer genre 2018, 19, 20, plus là. Ces années-là n'existent plus. C'est très rough. On parle de beaucoup de gens qui vont être mis à la porte. On est rendu à combien présentement, là? Écoute, il y a différentes nouvelles qui sont sorties au cours de la semaine. Dans la dernière que j'ai vue passer, là, qui semble très crédible, on parle d'à peu près, puis c'est le Bristol Journal. On parle de 15% du workforce, puis c'est des gens qui se sont mis à la porte de façon permanente. Mm-hmm. Puis on fait bien la clarification parce que c'est pas temporaire, moitié du salaire payé par le gouvernement. Non, c'est dehors. Fait que là, en ce moment, Rolls-Royce en Angleterre est en train de dealer avec les... puis c'est comme ça que c'est écrit, là, ils sont en train de dealer avec les différents syndicats. Pour voir comment ils pourraient faire passer la pilule. Mais c'est sûr et certain que ils sont quoi à peu près? Ils sont 52 000 employés. Ils n'ont pas le choix. Puis c'est le Bristol Journal qui a sorti ça parce que c'est l'usine de Bristol qui va manger la claque le plus. Mais c'est certain que ça va être problématique pour Rolls-Royce parce que là, il faut qu'il fasse il faut qu'il se déleste de certaines choses. Malheureusement, le plus facile à court terme, c'est au niveau des employés. Donc, tantôt, en préparant l'émission, on parlait avec André de savoir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu chez Pratt. On avait entendu des choses comme quoi, peut-être qu'ils donneraient des packages. Quoi. C'est compliqué. Je ne vais pas relancer le débat de comment ça se passe ailleurs ou quoi que ce soit. Là. Non, mais disons d'un point de vue général, pas juste pour Rolls-Royce. Dans le fond, tu as le choix de respecter l'ancienneté de manière, je vais dire, bête et méchante, ou bien d'essayer de trouver un arrangement qui soit un peu plus propice à la relance. Parce que dans le fond, de mettre dehors tous tes jeunes puis de garder des gens qui risquent d'être à la retraite dans les 5 prochaines années, c'est pas nécessairement Mais le problème bon qui calcul, arrive, le problème qui se pose là-dedans, c'est qu'à la limite, tu pourrais dire, ben écoute, il y aurait juste à offrir des packages qui sont très, très dispendieux. Aux plus vieux ou ceux qui sont à la veille de partir ou d'ici les 3-4 prochaines années. Puis, voilà tes plus vieux qui s'en vont puis qui laissent la place aux plus jeunes qui ont des familles et tout ça. Mais ça coûte cher et tu perds l'expertise. Mais le problème qui arrive, c'est ça, c'est que là, rendu à ce point-là, je suis même pas sûr qu'on parle d'expertise. Là. Moi, je pense qu'ils font juste regarder la ligne du cash flow. Là, puis les packages coûtent extrêmement cher. Oui, on parle souvent de quelques années de salaire, etc. Oui. C'est une initiative, ça, c'est quand ça a été négocié les premières fois. Je ne connais pas l'historique et tout ce qu'il y a en arrière de ça, mais c'est très bien joué. Là. Mais c'est très clair. C'est très, très clair que, puis avec ce qui s'est passé, ce qui est en train de se faire, de se dealer chez Pratt en ce moment, puis ce qui se dit chez Rolls-Royce en Angleterre, l'octroi de package comme on le connaît, tel qu'on les connaît actuellement, là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est beaucoup trop... dans le fond, ils ne sauvent rien.
Ils veulent se délester de gens pour garder un cash flow assez... mais s'ils donnent des packages comme ils donnaient avant... ça va coûter tellement cher que ça donne absolument rien. La dernière option qui est sur la table, puis ça, j'ai vu passer ça une seule fois la semaine passée, c'est quelqu'un qui disait que Rolls-Royce pourrait s'entendre peut-être avec le gouvernement britannique pour que ce soit le gouvernement qui paye les packages. Donc, au lieu de donner de l'argent à Rolls-Royce, il serait prêt à mettre de côté puis de dire, OK, ben on met ces gens-là comme on aurait fait normalement. Là, puis, Voilà. On l'offre. Les mêmes garanties que d'habitude, tout ça, mais c'est le gouvernement qui s'occuperait de mettre Là, est-ce que des gens à Rolls-Royce au Québec vont être touchés? Je sais pas. La dernière nouvelle, parce que moi, je regardais, je voulais chercher le chiffre, là, combien de gens. Là. Ouais. Puis c'est des journaux anglais surtout qui en parlent. Fait que puis ils parlent pas de Montréal. Je ne veux pas parler trop vite, puis je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais ce qu'on sait, l'usine à Montréal, le Rolls-Royce sur Côte-Vertu, là, c'est une usine qui est relativement quand même assez efficace, qui a une réputation d'être assez... C'est des gars qui sont assez débrouillards. Fait qu'ils ont toujours fait partie de projets spéciaux. De la solution. Oui, puis André, tu as probablement déjà entendu, ça fait 152 000 fois qu'on entend que cette usine-là doit fermer puis elle est toujours là. Donc, ils sont relativement... Rolls-Royce, le head office, là, moi, de tout ce que j'ai toujours entendu à travers les branches, là, c'est tough dealer avec Montréal. Le syndicat est très fort, entre autres, mais en contrepartie, dans le réseau, ils ont une excellente réputation. C'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois de plusieurs personnes qui, je pense, ne se connaissent pas. Donc, c'était pas concerté à l'avance. Donc, mon point en arrière de ça, je te laisse finir, André. Mon point en arrière de ça, c'est que très souvent, ces grosses compagnies-là, Pratt a fait la même chose dans le passé. Ils vont garder pour la fin là, ces unités d'affaires-là qui sont les plus débrouillardes, qui peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi, qui peuvent se virer de bord. On s'entend, là, un pivot de la part d'une grosse corporation. Là. Fait que c'est peut-être pas un pivot qui est équivalent à une PME ou à une start-up, là, mais fait à suivre pour Montréal. J'ai pas les données. Probablement que la semaine prochaine, on aura une meilleure idée de si ça va affecter nos chums ici. André? Montréal, c'est surtout du MRO qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font l'entretien de moteurs. Oui, mais ça vole pas, justement. À court terme, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un ralentissement dans l'entretien de moteur. Donc, c'est difficile de penser qu'ils ne seront jamais affectés. Dans quelle mesure ils vont l'être, puis pour combien de temps? Jamais affecté, tu es entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi, André. Tu as raison que personne n'est intouchable là-dedans. Là. À un moment donné, ça pourrait arriver. L'allusion, à quoi je faisais allusion, c'est plus du côté que... la gang à Montréal, ils ont souvent eu cette étiquette comme quoi tu peux leur donner n'importe quoi, puis ils vont s'adapter, puis ils vont s'organiser pour que ça fonctionne. Il y avait eu des petits troubles avec le V2500 à une certaine époque, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, mon point, c'est que si tu as quelqu'un sous la main qui peut faire tout et n'importe quoi, qui peut te dépanner ou quoi, c'est peut-être le dernier que tu vas essayer de toucher. Ça, c'est mon opinion, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je traduis l'histoire et le comment que ça s'est passé dans le passé. Là. Mais tu as raison, personne n'est intouchable. C'est un fait. D'ailleurs, Gulfstream, là aussi, Oui, à Savannah, en Georgie, là où sont assemblés les avions où se fait la finition des Gulfstream en Georgie. 699 pour être précis, donc on peut dire 700 mises à pied. Il y en avait déjà eu à peu près 400 cet hiver à l'automne des mises à pied chez Gulfstream, donc c'est une deuxième série. Oui, mais ça, c'était... Parce que, excuse-moi de t'interrompre, mais je vais être sûre de comprendre. Cette fois-ci, c'est dû à la pandémie, là. C'est dû à la pandémie et au fait que la chicane ou le différend commercial avec la Chine avait beaucoup frappé Gulfstream déjà. Donc, ils étaient déjà en ralentissement. Il y a des compagnies américaines qui ont eu beaucoup de difficultés avec la guerre commerciale et les tarifs américains. Étrange.
Oui, et Gulfstream en particulier, parce qu'ils ont taxé les avions d'affaires. Et la Chine était devenue un gros débouché pour Gulfstream avec le temps. Mm-hmm. Et là, ça les a rattrapés. Donc, ils sont à ralentissement. C'est un compétiteur de Bombardier puis du Global. Donc, il faut s'attendre à ce que d'autres aussi, dont Bombardier, soient affectés par la COVID puis la demande. Que la demande chez Bombardier soit affectée par COVID-19 aussi. Je trouve ça intéressant que tu dises ça. Moi, ce que ça me disait, c'est pas le contraire, mais presque, dans le sens que, d'abord, il y a un compétiteur qui est en difficulté, ce qui est rarement une mauvaise nouvelle pour une entreprise. Puis je le sais combien ça peut sonner morbide, là, mais on se comprend. Là, d'habitude, quand il y a moins de compétition, c'est plus facile. Et on se prépare à un boom majeur du côté des jets privés à venir aussitôt qu'on va avoir un peu de perspective sur la pandémie, c'est-à-dire des gens qui sont immunisés parce qu'ils ont eu la maladie, ou bien des médicaments, ou bien des vaccins. Oui, mais il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier avec Bombardier comparé à Gulfstream, c'est qu'à une certaine époque, je ne sais pas si tu te rappelles, André, il y avait TAG Aviation qui avait l'exclusivité du réseau de vente, entre guillemets. Mm-hmm. En Europe et au Moyen-Orient, si mes souvenirs sont bons, mais sûr et certain Moyen-Orient, sûr. Mm-hmm. Et je lisais il y a quelque chose il n'y a pas très longtemps où on parlait de justement comment que la pandémie va affecter le business jet, puis que ça va-tu affecter les ventes ou tout simplement affecter comment les gens voient l'utilité du jet privé. Là. Ouais. Puis au niveau de Bombardier, vers la fin de cet article en question, le journaliste faisait allusion au fait qu'une des raisons pour laquelle Bombardier pourrait, je dis bien pourrait ne pas être autant affecté que les autres, c'est qu'à l'époque, TAG, qui avait cette fameuse exclusivité jusqu'à il y a 3-4 ans, là, je pense que quand Alain Bellemare est arrivé, justement, ils ont cassé ce contrat-là qui datait du Challenger au début des années 80. Oui, exact. C'était les premiers à avoir demandé cette exclusivité. En tout cas, c'était les premiers à avoir embarqué là-dedans. Et il disait que grâce à ce réseau que TAG avait tissé à travers l'Europe et le Moyen-Orient, c'est probablement ce qui sauverait un petit peu plus ou qui affecterait, on va plus le regarder de cet angle-là, qui affecterait un peu moins Bombardier dû au fait qu'ils ont un solide réseau de... C'est une question de... Dans le fond, c'est une question d'avantage de réseau dans le sens où plus tu as les voisins qui ont le même genre d'avion, plus il est facile à entretenir tout ça. Là. Absolument. Puis tu regardes quand ExoJet a commencé... ExoJet? Non, pas ExoJet. En Europe, André, reprends-moi. Là. C'est VistaJet qui est en Europe? VistaJet, oui, c'est ça. Ils sont allés direct pour du global. L'information n'est pas complète, puis je la lance comme ça. Ça sera peut-être intéressant de débattre ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là. Mais sûr et certain, pour l'avoir déjà vu plusieurs fois, je suis entièrement d'accord avec le fait que Bombardier bénéficie de ce réseau, cette espèce de toile que le TAG a tissé à travers les années. Mais moi, j'ai parlé de Bombardier, sauf que de ce que j'avais lu, c'est pas juste Bombardier qui est visé par ça, mais pas du tout. Là. Semble-t-il que dans l'industrie du business jet en général, on se prépare à un gros boom. C'est pas exactement clair quand est-ce que ça va arriver, mais... Je serais beaucoup plus prudent que ça, moi, avec ce boom-là. En ce moment, il n'y a pas un président de compagnie aérienne, il n'y a pas un président, même chez Bombardier, on refuse de se prononcer sur quel sera l'état de la demande au mois de septembre prochain. Okay? Il y a encore beaucoup trop d'impondérables économiques pour être capable de se prononcer d'une manière dans un sens ou dans l'autre. Même si on a une reprise économique au mois de septembre-octobre, mettons qu'on a un vaccin qui est en circulation au mois de septembre, youhou, on déconfine, on se promène, puis tout le monde se fréquente. Avant que ça se traduise en commande d'avions d'affaires, on est rendu à 2021. Je suis d'accord. Avant que les commandes se traduisent en livraison, on est rendu à 2022. Non, mais on s'entend. Quand on parle du côté affaires, opérations, se préparer à un boom, ça veut dire être en mesure de produire en 2021. Là. C'est ça que ça veut dire. Là. C'est pas non plus... Oui, mais...
j'attendrais avant de tirer ce genre de conclusion. Moi, je trouve ça hasardeux que d'avancer qu'il va y avoir un boom dans l'aviation d'affaires. Je le sais, oui, dans le passé, mais on va avoir une récession. On a une récession économique sans précédent qui va suivre, là. Alors, que d'affirmer qu'il va y avoir un boom dans l'aviation d'affaires, je trouve ça hasardeux. J'ai pas de preuves. J'aimerais bien ça, dire oui, c'est vrai, Bombardier va doubler ses ventes dans d'ici 3 ans. J'aimerais tellement ça dire ça parce que ce serait tellement une bonne nouvelle. Mais je suis pas capable, j'ai pas de... Non, mais on s'entend, André. Moi, je te demande pas de mettre ta signature en sang en bas d'un contrat pour dire ça va arriver. On discute des versions du futur qui existent. Il y en a une de celles-là où ça vire étrangement bien. Puis il y en a à peu près 8 autres à côté qui sont totalement épouvantables. Bon, on s'accroche à celle-là. Voilà, puis en ce moment, tu peux tirer à pile ou face, puis tu as autant de chances de faire la bonne prédiction que d'en choisir une en essayant de rationaliser en ce moment. Je dirais plus de chances d'être dans le champ dans mon cas, mais bon, on jase, là. C'est bon, merci. Ouais, c'est ça. Super Hornet Block 3, Olivier. Oui, cette semaine, Boeing a sorti le premier Super Hornet Block 3 de l'usine le 8 mai. Donc, juste à faire un résumé vite de cet avion-là, c'est l'avion est équipé avec le Large Area Display. C'est la même chose qu'on a dans le F-35. Pas exactement la même chose, mais similaire à ce qu'on a dans le F-35 et dans le F-15 de nouvelles technologies, le SA et le QA, et aussi le EX que les Américains vont avoir. Et puis, ce qu'il y a de particulier avec le Block 3, c'est qu'il y a une architecture de réseau avancée pour que l'avion puisse emmagasiner plus d'informations et puisse se distribuer plus facilement aux autres joueurs dans le réseau militaire, donc que ce soit le F-35C, F-35B et le Raptor et les autres avions, pour que tout le monde se parle. Et on a fait des travaux pour réduire la signature radar sur cet avion-là. On ne sait pas exactement c'est quoi, mais on peut penser que c'est des matériaux à des endroits stratégiques qui vont diminuer un peu la signature radar. Et l'avion a 10 000 heures de vie utile. C'est excellent. Il faut aussi souligner qu'en ce moment, la US Navy avec Boeing sont en train de modifier pas tout, mais une grande partie des Super Hornet Block 2 qui sont rendus à leur fin de vie utile. Ils les passent pour augmenter leur durée de vie et pendant cette modification-là, ils installent toutes les pièces, en fait, peut-être pas les pièces, mais les connexions pour que l'avion puisse être modifié en Block 3 éventuellement. Donc, quand l'avion passe au dépôt, on lui redonne une nouvelle vie, on fait tous les arrangements, si on veut les SB, tout ça, et on installe, si on veut, un STC dans l'avion pour que lorsque le temps sera venu, on puisse installer toutes les nouvelles bébelles qui font l'avion un Block 3. Donc, on commence avec des modifications structurales, on va dire, d'abord et avant tout. Puis ensuite de ça, ça va être... on garde l'avionique pour plus tard, visiblement. Oui, en fait, non, ils installent dans l'avion ce qu'ils ont besoin pour mettre l'avionique plus tard. Fait que quand ça va être le temps de transformer l'avion, ils vont le rentrer, ils vont juste enlever les vieux morceaux, ils vont mettre les nouveaux, puis c'est ça. Okay. L'avion est déjà modifié. Ouais. On va passer des harnais. Ils installent aussi le Block 3, il va avoir les réservoirs conformes sur le dessus du fuselage. Ah oui? Ouais. Si vous avez déjà vu une photo d'un Super Hornet en vol, vous avez sûrement remarqué que les réservoirs d'essence sont en dessous de l'avion. En fait, les pylônes sous les ailes sont écartés vers l'extérieur. Donc, ça crée de la traînée. Ouais. C'est pour réduire les vibrations sur la cellule. Et puis, avec les réservoirs conformes sur l'avion, ils n'ont pas besoin d'amener des réservoirs en dessous des ailes, donc ça diminue la traînée. Fait que s'ils ont besoin d'en avoir encore plus, ce sera juste en dessous du fuselage, c'est ça? Le pylône en dessous des ailes également, mais ils mettent les réservoirs conformes. C'est moins de traînée, ça améliore la signature radar, et puis en fait, c'est vraiment la traînée le problème. Là. Le questionnement technique que j'ai par rapport à ça. Il y a un escadron de l'armée américaine, ils ont fait un test. Ils étaient déployés dans le carré de sable. Ouais. Et puis, ils ont fait un test. Ils ont dit, on se promène toujours avec un réservoir en dessous du fuselage. On va faire le test, on va l'enlever, voir qu'est-ce qui va arriver. Et malgré le fait que l'avion a moins de carburant, l'avion vole la même endurance parce qu'il y a moins de traînée. OK. Donc, ils ont dit, OK, c'est bon, on n'installe plus ça sur l'avion. C'est trop de trouble. Hey, mais juste pour être sûr de comprendre ton vocabulaire militaro-hermétique, qu'est-ce que tu veux dire par conforme? Conforme à quoi? Les réservoirs qu'on vient coller sur le dessus du fuselage. Mm-hmm. Donc, si vous faites une recherche, en fait, on va le mettre dans les notes du podcast. Une photo de Super Hornet avec les réservoirs conformes. C'est la même chose qu'on peut installer sur un F-16. Donc, les F-16 grecs,
les blocs 52, ouais. aussi les blocs 60 des Émirats arabes. C'est des réservoirs qui sont collés sur le fuselage, donc une grande quantité de carburant et une très faible traînée pour la quantité de carburant qui est amenée. C'est à la jonction des ailes puis du fuselage sur le dessus de l'aile de chaque côté. Si vous regardez un Super Hornet Block 3 avec les réservoirs conformes... Il a l'air d'être un peu comme ça. C'est ça? Oui, c'était bossu. Oui, il a l'air bossu. Hornet Quasimodo. Ouais. OK. OK, super. Puis ça, le questionnement que j'ai technique un peu, Olivier, vite, là, c'est suffisant pour remplacer 2 bidons d'essence sous chaque aile? Oui, ça amène moins d'essence que les bidons sous les ailes, mais comme il y a moins de traînée, ça revient au même. Roger. Cool. C'est comme je disais, l'escadron qui avait des Super Hornet monoplace, des E, qui ont juste enlevé le réservoir en dessous du ventre, puis ils ont la même endurance que ça. Mais en ayant moins de poids, puis moins de problèmes sur les avions. Exact. Puis parlant d'un STC, André, quelque chose qu'on n'aurait absolument pas cru possible il y a un an? Mais Airbus Canada a reçu la demande de la part d'Air Baltic afin de pouvoir opérer CA220 ou quelques-uns de CA220 en tout cargo. Donc, il a fallu faire un STC et sortir tous les bancs, refaire le masse et centrage. Et maintenant, en fait, et je dis un STC, mais pour les clients de la 220, il faut qu'ils achètent le bulletin de service, là. Donc, c'est un service bulletin qui est disponible maintenant. Tu peux faire du tout cargo dans la cabine d'un A220. Ouais. Et l'ingénieur d'Airbus Canada qui répondait aux questions de la presse là-dessus disait que si on y avait demandé au mois de janvier s'il voyait l'utilité de transformer des 220 en cargo, de faire du cargo dans la cabine d'un 220, il aurait dit, c'est pas possible, perdez pas votre temps avec ça, c'est inutile. Eh bien non, voilà, c'est fait. Hein, comme quoi, une situation exceptionnelle demande des résultats ou des réponses exceptionnelles. Oui. Félicitations aux gens d'Airbus et d'Air Baltic pour l'avoir fait. Bon, on n'aurait jamais pensé voir ça businessment parlant. Ce qui est intéressant, par exemple, tu as amené un bon point, André. Dans le cas du A220, c'est un service bulletin. Dans le cas des 777 et des 330 d'Air Canada, on a parlé effectivement d'un Supplemental Type Certificate. C'est simplement... En fait, je l'avoue, là, je suis assez sage maintenant et mature pour dire que je le savais pas. Je ne savais pas que c'était, pour le A220, que c'était un service bulletin. J'étais parti dans ma tête que c'était un STC. Là où je veux en venir, c'est que ça montre le degré, la complexité. Si c'est simplement un service bulletin sur un A220, c'est que ça n'affecte pas tant que ça l'avion comme tel. Alors que dans le cas d'un 777 et d'un 330, on a dû faire les modifications sont assez importantes pour, puis j'ai pas les détails, là, mais pour que ça exige l'implantation d'un Supplemental Type Certificate, d'un STC. Donc voilà. Et c'est très commun, by the way, un service bulletin que tu achètes. Beaucoup de gens pourraient penser qu'un service bulletin, c'est gratuit et c'est fourni, ça doit être fourni par le manufacturier. Si c'est pour maintenir la navigabilité de l'appareil, oui, ils sont obligés. Si c'est pour étendre son usage. Si c'est pour une option, on dirait, tu pourrais aussi faire ça avec ton avion si ça te tente. Ils peuvent charger pour, exactement. Comme c'est le cas avec le A220 en ce moment. Voilà. Intéressant. Cool. Le mot gratuit puis l'aéronautique, c'est rare. Ça va pas bien ensemble. Effectivement. Ça dépend. Écoute, on a comme une sorte d'avion présentement dans le désert qui risque d'être vraiment pas cher. Comme vraiment, vraiment pas cher. Un maximum de rabais. Oh! Ouch. OK, non, j'arrête. On va y revenir plus tard à Renton, malgré que cette semaine, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, la NASA sauve des sous. Oui. C'est le T-38. En fait, c'est la NASA et la US Navy ont trouvé l'information intéressante. Pourquoi? Parce que ça parle du bon vieux T-38. Puis le T-38, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est l'avion d'entraînement à toutes les sauces de l'armée du département de la défense américaine, parce que c'est vraiment at large, là, ils s'en servent à toutes les sauces. Même la NASA en a, visiblement. Les astronautes se sont entraînés sur des T-38 déjà dans les années 60. Fait que c'est
c'est le fameux avion d'entraînement dont on parle depuis très longtemps parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes de vieillissement, cet avion-là. Puis, dernière petite parenthèse, pour ceux qui, encore là, n'ont aucune idée de quoi je parle, c'est l'avion méchant, le MiG-28, dans Top Gun. C'est pas un MiG-28, c'est un T-38. Donc... F5. Ouais, mais il y a le biplace aussi dans le... F5F. Merci. Tu vois ce que ça fait travailler avec des pros? C'est ça, travailler avec des pros. Voilà. Oh, j'ai une petite larme. Mais non, c'est pas Non, mais c'est excellent, c'est parfait. Donc, cet avion-là, beaucoup de problèmes de vieillissement. De problèmes de vieillissement. Ça me fait toujours rire quand on dit il y a des problèmes de vieillissement. Il y a 82 ans, mais il commence à rusher un petit peu. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un avion qui est surutilisé. On parle de, en moyenne, là, c'est à peu près 1000 à 1200 heures de vol par année par airframe. C'est en moyenne. Il y en a que c'est beaucoup moins que ça, puis il y en a quelques-uns que c'est beaucoup plus. Là. Fait que dites-vous, faites-vous une moyenne d'à peu près 1000 heures par année pour un airframe de cet âge-là, c'est beaucoup. Et là, donc, le problème qu'on avait, c'est relativement assez technique. Là, c'est le système de détection, le LEGT, là, le Exhaust Gas Temperature. Le système qui te donne ta température de gaz d'échappement, qui est utile, qu'on a besoin d'avoir au niveau du fonctionnement du moteur. C'est un problème qui est difficile à troubleshooter. La recherche de panne est compliquée. Puis la recherche de panne, en plus d'être compliquée, fait que très souvent, pour être capable de faire cette recherche de panne-là, tu as besoin de grounder l'avion, défaire des pièces. Des fois, il faut sortir le moteur. Pas toujours, mais ça reste relativement compliqué. Et la recherche de panne qu'il y avait jusqu'à maintenant n'était pas adaptée aux problèmes qu'ils avaient. Fait qu'il y a une gang de techniciens, d'ingénieurs, entre autres de la compagnie DynCorp aux États-Unis, qui fait beaucoup de contrats militaires gouvernementaux. Ils ont développé une méthode qui fait qu'aujourd'hui, et puis je vais vous donner les chiffres vite, là, mais c'est quand même assez intéressant de voir que on parle de à peu près 15 000 par réparation. Donc, si tu avais besoin de sortir, et on sauve 450 heures. Fait que dans le fond, ce que les gars ont fait, c'est qu'ils ont réussi à développer une méthode, une nouvelle méthodologie, puis ils ont inventé un outil pour être capable de... Pour troubleshooter plus facilement? Pour troubleshooter plus facilement, exact. Fait c'est intéressant. Fait que c'était une façon... C'est un petit clin d'œil là, à notre bon vieux T-38 que moi, je trouve absolument magnifique comme avion. Il est beau, il est racé. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Mais il commence à être vieux. On peut vous laisser, si tu veux. Il commence à être vieux, oui. Puis il va être remplacé par le Boeing. Là. Bon, OK. Le T7. Ouais, c'est ça. Ça, là. Jump en fait, c'est un Saab. C'est un Saab fait par Boeing. C'est vrai. C'est ça le pire. On a trouvé une solution. Non, en fait, lui, il a trouvé une solution, puis tu as acheté son design. Donc, voilà. Fait que voilà, c'était la petite parenthèse de notre T-38, le MiG-28. Parlant de technologie militaro, le H-135 est certifié au Canada? Mm-hmm. C'est quoi ça, Olivier, le H-135? C'est l'Eurocopter, le E635, qui est, pour la petite histoire, c'est le dernier hélicoptère fait par Eurocopter qui n'a pas eu de nom d'animal. Donc, il y avait le colibri, l'écureuil, le cougar, le puma, le super puma, tous ces animaux-là. Donc, le H-135, c'est arrivé juste comme ils ont fusionné avec MBB à l'époque. Puis c'était le dernier qui n'a pas eu... malheureusement, il n'y a pas eu de nom d'animal. Donc, le H-135, il a été certifié avec la suite d'avionique Ilionix. La suite Ilionix, ce qui est particulier, c'est que c'est Airbus, en fait, Eurocopter qui l'a développé. Donc, à la fois, ils ont fait l'hélicoptère et l'avionique. Okay. Donc, dans le cas du H-135, c'est certifié, il a été certifié par Transport cette semaine. Il y a trois écrans, un autopilote 4 axes, donc c'est certifié pour le vol aux instruments avec un pilote. Très populaire aux États-Unis pour les évacuations aéromédicales, donc le HIMS comme on appelle. Ouais. Et puis en Europe aussi, il y en a beaucoup qui volent. C'est utilisé par les Royal Air Force pour entraîner les pilotes, en Australie également, au Japon. Donc, bon hélicoptère, ce qu'on appelle un Light Twin, concurrent direct du Bell 429 qui est fabriqué à Mirabel. Et qui était très populaire à une certaine époque à cause il y a les clamshell doors en arrière, hein, ça se peut-tu? Si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Ouais. Il y a les portes-cargo à l'arrière et puis il y a la version un peu plus grosse, le H145 qui est le E645 qui était avant le BK117 qui était avant ça le BO105 que les gardes-côtes avaient. OK, c'est ça, ouais. OK.
Eux autres, avec leur changement de nom, puis de... J'ai renoncé à essayer de suivre. C'est compliqué. Ça n'arrivera pas. All right. André, que se passe-t-il du côté d'Air Canada? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, on nous a annoncé l'option Soins Propres Plus, qui est la traduction française de Clean Care Plus. Fait qu'on a traduit ça de façon littérale, Soins Propres Plus. Bizarre, oui. Et ce que ça veut dire, en fait, là, c'est pour la période COVID-19. En fait, là, c'est les nouvelles mesures sanitaires qui sont mises en place chez Air Canada. Évidemment, contrôle de la température des passagers avant d'embarquer dans l'avion. Il faut que tu montres que tu as un masque en ta possession puis que tu le portes pendant le vol, que tu sois capable de le porter durant tout le vol. OK? Tu reçois une trousse de soins personnels, puis la trousse de soins personnels qui était souvent réservée à la... Vas-y, maintenant. Qu'est-ce que tu dis, Craig? On te demande de te laver. La prise de température, c'est-tu comme nous autres avec notre fille, là? Ou, Non, ben, ça... J'ai pas le détail. T'as pas les détails? Ça serait bien, ça serait intéressant parce que ça pourrait en dissuader plus d'un. Ou en intéresser d'autres. Ou en intéresser d'autres, effectivement. Il y en a que ça peut. Mais il faut tout pour faire un monde. On est très ouvert à ça, mais ça serait bien de le savoir. Ouais, ben en même temps, fait que d'un côté, il y a des mesures qui ont l'air... Oui, alors c'est sûr, tu as les mesures, la trousse personnelle avec, tu vas avoir du désinfectant, donc tu vas avoir ta petite bouteille de purée quand tu vas être dans le vol. Les repas, c'est le service de repas, c'est réduit, puis à ce temps, c'est des repas jetables, des choses, tu redonnes plus ton assiette là, de repas, tu redonnes plus ça à l'agent de base, ça va probablement aller dans un sac. Mais la grosse mesure, c'est que quand tu réserves un siège, c'est garanti qu'il n'y a personne à côté de toi. OK, ils garantissent qu'il y a toujours au moins un espace de libre. Ça ne dit pas no middle seat. Ça dit que, en fait, le siège adjacent sera toujours libre. Si tu veux t'essayer, c'est des gens qui ont à booker des vols, mettons Montréal-Toronto, vous pouvez vous booker en classe économique, prenez le siège du milieu et non pas celui de la fenêtre ou de l'allée. Puis si vous garantissez un siège adjacent libre, t'es sûr que tu vas être tout seul à ta... J'ai comme l'impression que ça se pourrait que tu aies un appel après cet épisode-là. On verra. Mais c'est l'autre mesure importante, puis ça va demeurer en place, évidemment, tant que les mesures de distanciation sociale vont être en place. Petite question, André. Petite question sur un ordre plus sérieux. Là. Tu disais que les quelques... J'allais dire les quelques repas, là, mais ce qui va être donné comme repas ou grignotine, dirons-nous. Tu as dit, ils ne ramassent rien, ça s'en va tout aux poubelles, tout ça. L'écologiste que je suis devenu en devenant parent, ils vont-tu, c'est-tu dans des contenants recyclables, biodégradables, ou quelque chose qui est fait là-dessus? Certainement. Moi, certainement. Regarde, il y en avait déjà des choses. Il y avait commencé à rentrer du matériel biodégradable, donc on peut penser que ça va être juste plus qu'avant, mais là, tu me poses une colle là. Moi, j'ai la fibre moins écologique que toi, fait que j'ai pas pensé à ça. Mais il y a aussi, de toute façon, qu'il y a potentiellement un problème de chaîne d'approvisionnement du côté de ces produits-là, là, mais à suivre, je suis curieuse pour l'avenir. Je comprends le problème, là. Non, je dis pas que c'est un problème. En même temps, juste que ça risque d'être... créer une quantité phénoménale de déchets. Mais tu dis ça, puis en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tant de voyages que ça. T'sais, déjà, l'Europe a étendu c'est pas une règle, c'est une recommandation des voyages essentiels seulement qui devaient, en théorie, prendre fin le 15 mai. Ça a été repoussé au 15 juin. Donc, en théorie, t'es pas supposé aller en Europe à moins d'une nécessité absolue. Fait que c'est un seul point de chute pour des passagers d'Air Canada. Là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de clients qui peuvent vouloir aller ailleurs. Mais en même temps, tu sais, mettons, André, là, tu penses-tu vraiment que ça vaut la peine de faire Montréal-Toronto en avion? En ce moment, ça te tente-tu? Mon point, exactement. Ouais, on verra. On verra ce que ça va donner. Pourquoi j'irai à Toronto? Peux-tu bien me dire? C'était pas ça le point. Là. On parlait du transport. Ça commence à sonner personnel. Oui, c'est ça. Là, on a senti cette petite rancœur envers Toronto. Ils n'ont pas gagné la Coupe depuis 1932. Là, fait que pas de stress, André. Là. C'est cool, Toronto. Là. On a déjà parlé, en fait, du début... On a déjà commencé à parler de COVID pour cette semaine. Poursuivons là-dessus. Mauvaise nouvelle, Héroux-Deftech, fermeture de l'ancienne usine d'Alta Précision.
Oui, en fait, Alta Précision, qui a été acquise par Héroux DevTech l'année passée, ça a été annoncé au mois de juin l'année passée, si ma mémoire est bonne, mai ou juin l'année passée. Alta Précision, en fait, là, moi, j'ai eu plus de précision cet hiver sur Alta Précision. En fait, quand Héroux DevTech a acheté l'année passée, l'entreprise avait de sérieuses difficultés financières parce que en 2016, elle avait inauguré une nouvelle usine. Ils avaient investi 15 millions de dollars. Ils sont, entre autres, fournisseurs. C'est un fournisseur important là, sur le train d'atterrissage de la 220. Donc, ils sont c'était un fournisseur de troisième niveau. Ils fournissaient de deuxième niveau, ils fournissaient à Liebherr, qui est le fabricant du train d'atterrissage sur le 220. Et évidemment, les cadences de production ne sont pas ce qu'elles devaient être. Et c'est aussi, Alta Précision, c'était aussi un fournisseur important du train d'atterrissage, la jambe principale, la main strut qu'on appelle dans notre langage, sur le 2. Donc là encore, les cadences de production n'ont jamais monté comme ça devait. Écoute, c'est même anémique sur le 2. Donc, tout ça a fait qu'à un moment donné, l'entreprise a investi beaucoup, mais elle n'a pas été capable d'avoir son retour sur l'investissement. C'est là que Héroux DevTech est entré en jeu l'année passée. Et dans le fond, COVID-19 fait juste, dans le fond, conforter probablement ou accélérer la décision qu'aurait prise Héroux DevTech éventuellement, c'est-à-dire de rapatrier les 65 personnes de production de cette usine-là ailleurs. Puis au total, de tout son réseau, Héroux DevTech fait 125 mises à pied liées à la COVID-19 aussi. Donc, tout ce qui est secteur civil est affecté. Par contre, secteur militaire, pour l'instant, chez Héroux DevTech, évidemment, on est à l'épreuve de ça. Et voilà. OK. Intéressant. Pas à l'épreuve. Par contre, la chaîne d'approvisionnement allemande d'Airbus crie au secours. Oui. Alors, il y a plusieurs fournisseurs allemands d'Airbus qui disent qu'ils ne peuvent pas continuer à fournir Airbus à 40 ou 50% des cadences de production qui étaient de ce qu'étaient les cadences de production avant COVID-19, OK? Mm-hmm. Donc, ces compagnies-là ont fait beaucoup d'investissements, ont des frais fixes très élevés en ce moment. Et si tu réduis les cadences de production à 50% ou à 60%, elles n'arrivent pas, elles sont déficitaires. Donc, il y a une compagnie BDLI aérospatiale en Allemagne qui a lancé l'alarme qui a dit, écoutez, là, on a des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans le pays et ça va prendre une intervention gouvernementale ou d'Airbus pour être capable de maintenir ces compagnies-là en vie, ou de continuer à maintenir la chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est un des gros problèmes ou un des gros soucis là, d'Airbus et de Boeing en ce moment, c'est leur chaîne d'approvisionnement. Les compagnies, est-ce qu'elles vont survivre à la crise? Est-ce qu'elles vont être capables de passer à travers des cadences de production ralenties? C'est exactement ça. Là. Tu sais, quand on parle là, de difficultés, là, on en a un exemple juste là. OK. Mais il y a aussi le fait, André, attends, parce que ça me fait réfléchir, au niveau de la chaîne d'approvisionnement allemande, là, je reviens là-dessus, ils ont aussi le gros débat. Airbus se fait pousser. Airbus et le gouvernement allemand les deux se font pousser pas mal dans les fesses par les différents syndicats, les centrales syndicales en Allemagne. Puis chose que j'ignorais, mais que c'est... Ouais, j'aurais dû le savoir. C'est que les syndicats sont très, très forts en Allemagne. Au point où ça a eu un impact sur le choix. L'Allemagne qui a décidé, on en parlait la semaine passée ou l'autre d'avant, là, qui a changé ses chasseurs, qui va acheter des F-18 et des Eurofighter. Au début de la discussion, là, il n'était pas question d'avoir des Eurofighter, ou en tout cas pas en aussi grande quantité que ce que ça avait été annoncé. Tout ça pour dire que les syndicats, les centrales syndicales ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Donc, au niveau de l'accompagnement qui va être fait avec ces compagnies-là, des chaînes d'approvisionnement, j'ai hâte de voir comment ça va se jouer avec ces syndicats-là. Ça a l'air tough. Puis je sais pas comment que ça va impacter Airbus.
Tu veux dire sa compétitivité? Oui, ils peuvent-tu... Penses-tu qu'ils seraient assez forts? Dans le fond, la question, là, on arrêtait de tourner autour du pot. Tu penses-tu qu'ils peuvent être assez forts pour forcer Airbus? Mais c'est toutes des compagnies, c'est tous des fournisseurs indépendants, là, tu sais. Oui, mais en même temps... Forcer Airbus, je vois pas où tu... Regarde, mais ça dépend. Si tu parles d'une centrale syndicale, les fournisseurs ont beau être indépendants, si les employés sont tous sous le même parapluie... c'est ça. C'est pour ça que je mentionnais ça. C'est que... C'est sûr que d'un point de vue business, ils sont tous indépendants, c'est un fait. Mais les employés entre eux... Mais regarde, Greg, de toute façon, un fournisseur, ça sera... Remplacer un fournisseur là, pour un fabricant comme Airbus, là, c'est bien du trouble. C'est dispendieux. Alors, non, t'as raison. Dans le fond, c'est peu importe le type de pression, quoi que ce soit, ce serait difficile. Je pense que c'est sur les gouvernements que sur le gouvernement allemand. Non, c'est vrai. OK. Plus que sur Airbus. Non, je suis d'accord. Bon point. Parlant d'une prise de position bizarre. Le chef des opérations... non. Le chef des opérations de United Airlines fait une annonce qui nous semble un peu farfelue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose comme ça. Hein? Je sais pas si farfelu c'est le bon mot. Faible. Ouais, ben c'est ça. Qu'en penses-tu, Olivier? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que je vais te le dire? C'est moi qui pouvais... je vais vous dire ce qui s'est passé. André me regarde comme un chevreuil dans le... sur lequel la voiture avance avec rapidité. Donc, le CEO de United Airlines a dit, on va faire des coupures, on va faire des mises à pied, mais si vous êtes capable, si ça vous tente, on aimerait ça que vous quittiez la compagnie avant qu'on fasse les mises à pied. Ça va juste être moins de trouble pour nous autres. Donc, si vous êtes indépendant de fortune, puis vous êtes bagagiste ou vous faites le nettoyage des cabines, go, allez chez vous. Puisque tout le monde sait que tous les bagagistes sont indépendants de fortune. On va le mettre dehors. C'est quand même vraiment bizarre comme façon de faire. J'aurais envie de te répondre. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Moi et ma Porsche, on aimerait ça que vous démissionniez. Je sais pas. C'est sûr qu'il a coupé son salaire, mais quand même, c'est tellement un call bizarre. Puis en même temps, ce qu'on a vu, c'est qu'ailleurs, chez d'autres transporteurs, ça s'est fait de manière un peu spontanée. Mettons, chez Delta, il y a des gens qui ont échangé des congés forcés contre des vacances quand ils étaient capables de faire ça, avec d'autres gens qui n'étaient pas capables de faire ça, etc. On a vu un mouvement de solidarité des un peu... d'heures. Oui, c'est ça. Un peu spontané, là, tu sais. Mais là, que ce soit un président qui dise une affaire comme ça, il a l'air de dire, pas un président, un chef des opérations, il a l'air de dire « Hey, merci de nous éviter 0,01% de décisions difficiles. » C'est vraiment weird. Parce que ça n'a pas comme une mesure avec... Là, il faut expliquer ici, là, on parle de démissionner volontairement. Oui. Ce qui s'est fait chez Delta, entre autres, c'était des départs volontaires temporaires. Oui. Des congés sans solde. Oui. Des congés sans solde ou justement d'échanger avec des collègues qui ne pouvaient pas le faire. Là, ici, là, c'est tu démissionnes parce que je ne veux pas te mettre à la porte. C'est ça que ça veut dire. C'est clair, c'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça que tu es payé, mon grand. C'est pour prendre ces décisions-là, assume. Mais aussi, je ne sais pas si aux États-Unis, c'est comme ici, mais si tu démissionnes, tu n'as pas de chômage. Aux États-Unis, t'as déjà pas grand-chose en partant. Bon point. Bon. Je sais même pas si ça existe, l'assurance chômage. Oui, ça existe. Ah oui? Oui. Ça s'appelle des bénéfices de non-emploi. Des bénéfices. C'est vraiment bizarre. En tout cas, tout ça pour dire, Oublie pas que dans les compagnies américaines, à part de ça, si tu pars volontairement, ta couverture d'assurance maladie, tu la perds, alors que si c'est l'employeur qui t'a mis à pied, tu gardes ta couverture d'assurance maladie un certain temps. Fait que j'ai trouvé ça bien cheap de sa part. C'est comme bizarre. C'est comme compter sur le fait qu'il y ait de ses employés qui soient indépendants de fortune et ou stupides. Ouais, c'est ça. Il sauve le mois du... Tu sais, alors regarde, cette semaine, il y a... je sais pas si vous avez vu passer Miami... c'est quoi, c'est Miami Air, là, les 737, là? Miami Air Charters? Ouais, qui va à Saint-Hubert de temps en temps pour les équipes de hockey, là. Exact, ouais. Bon, ils viennent de fermer hier ou avant-hier. Oui. C'est... en fait... Puis, en fait, la seule raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'on parle des bénéfices. Eux autres ont mentionné que, bon, la mise à pied, elle est définitive et c'est là, aujourd'hui.
quand ils l'ont annoncé, mais ils ont mentionné qu'ils gardaient 1 mois de couverture médicale pour tous les employés. Exactement. Donc, fait que je mentionne ce cas-là pour dire probablement qu'American Airlines, United, excuse-moi, eux autres veulent éviter ce mois-là de... Et même. Mais je veux dire, en tout cas, c'est stressant pour tout le monde, là, on s'entend, c'est pas merveilleux la situation ici, mais imaginez la possibilité de dire on est en plein milieu d'une pandémie, puis non seulement je suis en train de perdre ma job, je vais peut-être perdre ma maison, mais en plus, si jamais je tombe malade, ça se pourrait que j'aie un bill d'hôpital en plus. C'est n'importe quoi. Là. Absolument. Puis ça m'amène à parler de notre prochain sujet qui était un peu le cœur de notre sujet du jour. Le déclin de l'Empire américain. André trouvait que j'y allais un peu fort avec ça parce que, selon lui, c'est circonscrit à l'aéronautique. Est-ce que j'ai bien dit ça, André? C'est-à-dire que t'as peut-être pas... C'est peut-être symptomatique d'un déclin général de l'Empire américain. Ce qu'on constate, c'est que le leadership des États-Unis en matière d'aéronautique a été sérieusement malmené ces dernières années. Puis est-ce que la COVID-19 va pas justement précipiter ce déclin-là en matière d'aéronautique? Et c'est sûr que l'aéronautique aux États-Unis, le transport aérien, c'est une industrie importante pour l'économie américaine. Et est-ce que c'est... Oui, ça peut être le déclin de l'Empire américain aussi. Mais il pourrait rester un énorme client sans être un joueur important de la R&D et des choses comme ça. Quand reste-t-il du leadership américain dans l'aéronautique? Pas dans les opérations aériennes, mais dans la production aéronautique. Dans la production aéronautique, il ne reste pas grand-chose. De toute façon, il faut faire attention, il faut splitter, il faut séparer militaire et civil. Mm-hmm. Au niveau civil, il reste juste Boeing. Non, mais je veux dire, il y avait GE, il y a quand même oui, mais Cessna, encore là, GE, c'est un fournisseur. Eux font des moteurs, puis eux autres, à la limite, GE, Pratt, Rolls-Royce, peu importe qui voudra de ces moteurs. Tu sais, l'avion que la Russie et la Chine sont en train de développer pour l'équivalent d'un 777 sino-russo. Le Comac 929. Le Comac 929. Il va y avoir, c'est sûr, les Russes tiennent absolument à avoir une option de motorisation russe. Mais il va y avoir aussi une option de motorisation, on va dire, occidentale, entre guillemets. Là. Donc, eux autres, au niveau des fournisseurs, tu sais, Honeywell ou quoi que ce soit, ils seront capables toujours de dire, OK, si c'est pas avec Boeing, ce sera peut-être avec les Chinois ou ce sera avec quelqu'un d'autre. Mais au niveau de l'aéronautique comme tel, tu sais, fabricant d'avions, il y a eu tellement de consolidation ces dernières années, ces 20-30 dernières années, que il reste juste Boeing. Puis après ça, au niveau militaire, c'est un petit peu plus compliqué parce que, oui et non, en fait. Parce que c'est les Américains, admettons que Boeing peut vraiment pas se relever, pas capable. Ils laisseront jamais tomber la division militaire. Ça, c'est sûr et certain. Puis il va y avoir, si ça va vraiment mal, vous allez le voir oui ou non. Là, si vraiment la division civile de Boeing n'est pas capable de se relever dans les prochaines années, il va y avoir un spin-off. C'est sûr. Ouais, écoute, on peut même pas. La question du militaire, on peut même pas dire que c'est un déclin. C'est encore et de loin, au niveau militaire, c'est encore de loin les plus dominants. Mais tu fais allusion, par exemple, c'est sûr que les gros fournisseurs, les gros équipementiers, là, les fournisseurs de premier niveau, là, on parle de UTC maintenant, c'est UTC, j'allais dire, c'est plus Raytheon UTC, Technologies. Raytheon Technologies maintenant. United Raytheon maintenant. Il n'y a plus de United, c'est Raytheon Technologies. Ces gros fournisseurs-là, eux, peuvent se permettre, ils sont déjà internationalisés. Ils ont déjà internationalisé leur clientèle. Mais quand tu regardes au niveau de l'aviation civile, qu'est-ce qui a sorti comme nouvel avion dans les 5 dernières années? Puis qu'est-ce qui va sortir dans les prochaines années? Aux États-Unis, ils ont sorti le 737 MAX. Ils travaillent sur le 777X. Alors que du côté d'Airbus, par exemple, on a eu l'A350, tu as eu le 320 Neo, mais tu as eu l'A350, tu as l'A330 Neo, tu as des programmes. L'A350 est un programme beaucoup plus jeune. OK, c'est vrai, il reste le 787 aussi peut-être. À l'extérieur de ça, tu as l'A220 qui est un programme qui n'est pas américain.
t'as les Chinois qui ont 4 programmes d'avions en développement en ce moment. Ils ont l'AG-600, qui est l'avion amphibie, ils ont le MA-700, ils ont le C-919, puis t'as la RJ-21 qui est en production. Les Russes aussi travaillent. On voit pas les Américains, ils sont plus là au niveau fabrication. Au niveau transport aérien, ça a été longtemps. Et c'est encore, les plus grosses compagnies aériennes sont encore aux États-Unis, mais lentement, mais sûrement, les compagnies aériennes chinoises vont dépasser les Américains dans les prochaines années. On le voit venir. On prévoyait avant COVID-19 que ça se ferait en 2022-2023. C'est peut-être retardé d'1 an ou 2. Mais encore là, les plus gros acheteurs d'avions au monde, ça ne sera plus les compagnies américaines, ça va être les compagnies chinoises. Donc, elles vont dicter les besoins du marché. Les avions, les prochains avions qui vont être développés ne seront plus développés en fonction du marché américain, mais en fonction de la Chine ou de l'Europe peut-être, mais pas ou du marché asiatique en général. Ouais. Ça, c'est un autre facteur. Écoute, juste un exemple. CRJ, il y a 70 à 75% des CRJ qui ont été vendus aux États-Unis. Ouais. Quand on parle d'un État qui a façonné le marché les besoins, les avions régionaux, là, ils étaient destinés, ils ont été fabriqués, conçus et adaptés pour le marché américain. Ouais. Ça va-tu être encore le cas après la COVID-19? C'est loin d'être évident. L'aviation d'affaires, 60% des avions d'affaires sont aux États-Unis. Est-ce que ça va être encore le cas après la COVID-19? Ouais, je pose la question. Mais c'est ça. C'est... Déclin, c'est un grand mot. Là. C'est un grand mot, mais en même temps, moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je trouve que cette arrogance américaine, regarde, c'est un fait, là, c'est une réalité. Là. Les Américains ont une petite tendance à être arrogants. Je sais pas s'ils sont en déclin, mais je ne pense pas qu'ils seront encore la superpuissance qu'ils ont été. On parle toujours au niveau aéronautique, on parle toujours au niveau aéronautique civil. Je sais pas, il y a de plus en plus... c'est sûr que ça va prendre du temps, mais tu sais, je veux dire, on parle d'Airbus aujourd'hui, ça a pris, 30-40 ans, Airbus, à être au niveau où est-ce qu'il est aujourd'hui, là. Donc, applique le même time frame aux Chinois. Ben alors, à ce moment-là, c'est encore pire avec les Chinois. Tu te dis, ouais, mais tu sais, Airbus, ils ont eu des subventions, de l'aide, des prêts non remboursables, machin. OK, puis la Chine. Oh non, là, ils vont être subventionnés ouvertement. Là. C'est pas, pareil, oui, mais un des gros problèmes parce que il y a un joueur dans le civil aux États-Unis, c'est Boeing. Puis c'est que le problème, c'est que moi, je trouve que Boeing est trop Boeing-centrique dans sa manière de fonctionner. C'est Boeing, c'est Seattle, puis après ça, c'est devenu Charleston en Caroline. Mais c'est comme, ils sont pas capables de lier des alliances à l'extérieur des États-Unis. Airbus a une usine en Chine, il y en a une maintenant aux États-Unis, il y en a une au Canada, et ils ont beaucoup plus d'alliances internationales, ce que n'a pas Boeing. Ils ont bien tenté, tant bien que mal, de s'approcher d'Embraer, puis ils n'ont pas été capables de conclure. Mais tu sais, André, c'est drôle ce que tu fais comme analyse, là, parce que je lisais quelque chose il n'y a pas très longtemps où on disait que l'approche qu'a Airbus en ce moment, justement, de s'étendre à travers le monde, à travers ces différentes usines et ou partenariats, comparé à Boeing qui est resté aux États-Unis, qui fait ses petites affaires aux États-Unis. Si tu veux acheter du Boeing, c'est aux États-Unis, puis that's it. L'article que je lisais mentionnait que ça ressemblait un petit peu à la philosophie, à la politique un petit peu. Les Américains très centralisés sur eux-mêmes, les Européens encore avec ce petit fond en arrière de colonialisme et dans le sens de s'étendre, nouer des liens, des alliances. On ne parle pas de coloniser aujourd'hui, bien évidemment. Étendre son influence, disons. Étendre son influence. En fait, c'est le terme qui est utilisé. Très bon. Bravo, Claudia. Merci. Fait que je trouve ça intéressant de voir un petit peu de ce rapprochement qui avait été fait, de dire effectivement, si tu veux faire une analogie rapide, regarde avec avec ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu que les Japonais aillent leur faire une jambette dans le coin et les achever avec un coup sur le tibia pour les forcer à rentrer en guerre.
jusque-là, ils ne voulaient pas se... Ben là, on va voir ce que ça va donner parce que Trump a dit que COVID était bien pire que Pearl Harbor. On va voir si ça va les pousser. En fait, l'histoire nous a prouvé que Pearl Harbor n'était pas si pire que ça, mais ça a été la gifle qui a effectivement... Je parle techniquement, on s'entend, là, mais ça a été la gifle qu'il ne fallait pas donner aux Américains, c'est un fait. Moi, là, l'échec des négociations ou l'arrêt des négociations avec Embraer, là, ça revient à ce que je dis. C'est juste symptomatique d'une mentalité chez Boeing où on est capable tout seul, on est les meilleurs, on n'a pas besoin de personne, on va s'en sortir tout seul. Allez-y, les boys. Ça semble être le cas, effectivement. Oui, ben de toute façon, allons-y. Partons sur Renton. Jusqu'à maintenant, étrangement, ils sont renforcés positivement dans cette idée-là. Donc, on savait que Boeing avait dit qu'ils avaient besoin de 60 milliards de dollars et ils avaient été en lobbying pour aller chercher cet argent-là du côté du gouvernement américain. Et là, finalement, quand les conditions ont commencé à sortir de la part du Trésor américain, comme quoi on allait demander certaines garanties, dont pas de mise à pied, préserver les emplois, et d'avoir, entre autres, une participation en tant qu'actionnaire dans les entreprises qui allaient bénéficier de ces fonds-là. Renton Boeing, c'était très, très campé sur sa position de dire si jamais vous nous forcez à avoir de la participation gouvernementale, ça va être non, on va aller chercher de l'argent ailleurs. Ouais. Et ils ont mis leurs menaces, entre guillemets... À exécution. Merci. Donc, ont été chercher de l'argent ailleurs. Et sur l'entrefaite, la Fed a dit, on en parlait tout à l'heure, qu'ils allaient, en quelque sorte, garantir des obligations d'épargne, peu importe leur niveau de risque. C'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à acheter des cotes, des obligations qui sont cotées triple C. Pour vous donner une idée, c'est 8 niveaux en dessous d'une cote qui justifierait un investissement. Là. C'est particulier. Là. C'est vraiment, vraiment... on parle de junk bonds, donc d'obligations poubelles là, que personne ne devrait toucher. Donc, la Fed est allée jusqu'à acheter de celles-là. Donc, le milieu financier s'est trouvé enhardi, on va dire, par cette annonce-là. Oui, c'est le mot. Dans le fond, on s'est dit, on peut gager sur n'importe quoi. Parce que si ça va bien, ils nous payent. C'est nous qui faisons les gros intérêts. Les intérêts, etc. Et si ça ne va pas bien, notre argent est sauve quand même. Il y a zéro risque du côté des investisseurs, y compris les institutionnels, donc tous les habituels, et les hedge funds qui sont spécialisés dans le fait de prendre des gros risques. Donc, quand cette annonce-là est sortie, Boeing magasinait sur le marché pour vendre des obligations, recherchait entre 10 et 15 milliards et s'était dit, on va faire une première ronde de financement avec des obligations comme ça qu'on va vendre directement, puis on va faire une deuxième ronde pour compléter, puis là, on demandera à la Fed de les acheter, ce qui était prévu et qui pouvait fonctionner. Mais là, les investisseurs ont été ultra rassurés et excités, comme tu le disais, André, et Boeing a réussi à ramasser 25 milliards sur le marché privé en dette directe, donc en émettant ses obligations eux-mêmes. Il y a 7 différents paquets d'obligations avec des termes entre 3 et 40 ans. Donc, ce qu'on sait présentement, il y a quand même 3 et 40 ans. Pas tant de... J'avais pas vu le 40. Ouais. Il y a quand même pas tant de détails qui ont filtré. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont payé très cher d'intérêt. Donc, on est à 5,25 %, ce qui est donc 5 % au-dessus du taux de base, qui est extrêmement élevé, parce que ces dettes-là étaient mal cotées, entre autres. Mais il y a une provision dans les obligations qui est plus intéressante encore, c'est que si jamais la cote de crédit de Boeing devait descendre, les taux d'intérêt, eux, vont être ajustables à la hausse sur ces obligations-là qui sont déjà vendues, ce qui est extrêmement rare et qui a servi, bien sûr, à pâter certains des investisseurs pour ramasser des obligations qui, autrement, auraient pu ne pas être très intéressantes compte tenu du niveau de risque actuel. Ouais. C'est là qu'on en est. Fait que moi, si je dis encore un coup fourré à la Boeing... 5 d'intérêt. Parce que... 5 d'intérêt sur 25 milliards de dollars, ça fait combien en intérêt mensuel? Annuel? Annuel, ça fait plus de 1,5 milliard de dollars seulement de frais d'intérêt et si la cote de crédit de Boeing n'est pas affectée de toute la longueur du terme. Donc, sur 40 ans, dans certains cas. Là. Écoute,
Claudia, moi, suite à cette campagne de financement qui a bien fonctionné chez Boeing, j'ai trouvé des gens qui pourraient écrire, la preuve que le marché fait encore confiance à Boeing, ils n'ont pas eu de difficulté à se financer. C'est pas Boeing qui ont fait confiance à la Fed. Allô? Allô? Honnêtement, à ce niveau-là, parler de confiance envers Boeing à cause du succès de cette campagne de financement-là, c'est intellectuellement malhonnête. Mais sérieusement, ça n'a pas de bon sens. J'ai failli faire un lapsus de dire Airbus à la place de Boeing parce qu'on a souvent reproché à Airbus des petites passe-passe de même, avec un emprunt non remboursable, mais oui, mais non. Mais je veux dire, là, tu appelles ça comment? Ça? On va revenir sur le dossier de la subvention déguisée, là. Absolument. Absolument. Tout à fait. Oui. D'après moi, les gens qui ont écrit que Boeing était en bonne position, c'est les gens qui mettent le feu dans les tours de 5G. Bon point. Là-dessus, non, mais OK, une autre bonne nouvelle, et cette fois-ci, c'est du sarcasme. De leur côté, Spirit a dit, parce que, tu sais, on redémarre la production partout, etc., partout du côté de la chaîne de fournisseurs de Boeing. Par contre, Spirit a dit, non, mais, tu sais, on redémarre, là, mais on démarre tranquillement parce que au plus tôt le MAX va être prêt à reprendre du service, à la fin de l'été. Et le trimestre de l'été se termine fin septembre. Oui. Donc, bon. Oui, écoute, c'est... c'est ça. Ils avaient dit au début de l'année, c'est correct. Quoi? Je dis une bêtise? Mais il avait dit bientôt en juin de l'année passée, non? Moi, quand je dis bientôt, c'est bientôt. Hey, ça ressemble à ce que tu fais pour de vrai. Exactement. Regarde, moi, je viens à court, mais ça fait 14 mois que le MAX ne vole plus. Puis ça fait combien d'échéanciers de retour en vol que Boeing échappe, là, que n'atteint pas? Regarde, c'est presque tous les mois, on a un échéancier qui est changé, là, tu sais. Alors, et on ne sait toujours pas quand ils vont céduler les premiers vols. Mais je veux revenir sur la question de la dette de Boeing parce que je tiens à m'en vanter. Quand j'ai vu le taux d'intérêt que payait Boeing, ça a donné que j'ai reçu cette semaine, avec le changement de mois, j'ai reçu l'avis pour la marge de crédit parce que ma compagnie est enregistrée. J'ai une incorporation au nom d'André Allard Aviation. Et évidemment, avec mon compte bancaire, j'ai une marge de crédit. Sais-tu que j'ai un bien meilleur taux que Boeing? Je pensais jamais qu'un jour, mon entreprise serait à ce point plus viable que celle de Boeing. Je suis vraiment flabbergasté. Peut-être que tu gères mieux tes affaires. Boeing, tu penses? En fait, Standards & Poor's et toutes ces histoires-là, c'est sûr. Puis juste pour vous donner un petit peu une idée, là, Boeing n'arrête pas de dire que c'est la faute au coronavirus si ça va pas bien. Ils ont attribué, dans leurs derniers résultats trimestriels, 137 millions de dollars de pertes pour la région de Washington en lien avec le coronavirus et 5 milliards au fait que le MAX soit grounded. Fait que quand on me dit tous nos problèmes financiers sont la faute à la pandémie, là, pas... non. Écoute. C'est ça, exactement. C'est pas parce que t'es petit que tu peux pas faire de dégâts? Ah oui, c'est clair. Et puis, ils ont confirmé également leur volonté de mettre à pied 10 % de leur main-d'œuvre, ce qui donne 14 000 personnes aux États-Unis. Et comme ils sont très, très concentrés géographiquement, ça va faire très mal à ces régions-là. Oui, absolument. D'autant qu'on peut s'attendre à des effets chez les fournisseurs, bien sûr. Oui. L'État de Washington va y goûter, là. Malheureusement. Et c'est la région de Seattle, on peut dire plus précisément. Mais, Exactement. Passons. On s'en va du côté de la défense. Oui, plus intéressant. Un Global Eye livré. Un Global Eye noir. Saab qui a livré le premier Global Eye aux Émirats Arabes Unis. C'est le Global Express 6000 modifié en avion radar avec le système Aerier. Donc, ils avaient signé pour 2 avions. C'est quoi? C'était en 2006 pas en 2006, en 2016 qu'ils avaient signé pour ça. Quelque chose comme ça. Et puis, là, ils avaient signé pour 2 avions. Et finalement, en fait, 2015. Et puis, ils ont signé pour un 3e après ça. Et Saab pense qu'ils sont capables d'aller chercher 2 autres avions de plus. Et le problème de Saab, c'est que le Global 6000 n'est plus en production. C'est le Global 6500. Ouais. Qui est à peu près la même cellule. Ben, ils auraient mis la patte sur 2 Global 6000 en configuration verte, green, comme on dit en anglais. Donc, les avions ne sont pas modifiés, rien. Donc, pour aller faire compléter la commande des Émirats arabes. Comme une commande de 1 milliard en tout, le programme.
écoute, entre le Global 6000 et 6500, t'as deux grosses différences, c'est l'aile puis les moteurs. Ouais. Le reste, ils ont gardé pas mal toute la même chaîne d'approvisionnement pour économiser dans le développement de l'avion. Mais effectivement, le fait d'avoir des moteurs différents, probablement, c'est ce qui a décidé. En fait, non, c'est le fait que là j'y vais, j'ai pas les détails, mais le fait qu'ils cherchent absolument à avoir exactement la même cellule, c'est que le fait que l'aile ait changé du 6000 au 6005, ils craignent peut-être un problème d'interférence aérodynamique. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. C'est parce que oui, l'avion a la même forme, même vitesse, même tout ce que tu veux, mais l'aile aussi, si l'aile est différente, ça peut avoir modifié aussi la zone d'ombre radar. Donc, il faut reprogrammer le radar pour lui dire, regarde pas là, c'est une aile maintenant, c'est plus... Entre autres, effectivement. Oui, tu as raison. Mais officiellement, le Global 6000 est encore en production. Ils n'ont jamais dit on cesse la production. Moi, je pense que si tu voulais... Puis à Toronto... T'as maintenant 2 lignes d'assemblage pour le Global. T'as celle qui faisait les Global traditionnels. Après ça, quand ils ont commencé le 6000, qui est devenu 6500, qui est une autre ligne. Et moi, on m'avait expliqué que tu pouvais switcher la production d'une ligne à l'autre. C'est-à-dire que la ligne de production du 7500 pouvait faire des Global 6000 et vice-versa. Oui. Mais c'est peut-être, André, c'est peut-être juste une question c'est peut-être simplement une question de dire qu'il n'y en avait pas à court terme, il n'y en avait pas de disponible. Et puis là, j'extrapole un peu, mais je me dis, tu sais, bon, là, les Émirats arabes unis, peut-être qu'avec ce qui se passe, on sait qu'ils sont très impliqués avec la guerre au Yémen en ce moment. Fait que peut-être que les Émirats leur ont dit, moi, t'en as acheté 2 de plus, t'es capable de me les livrer la semaine prochaine. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi. En même temps que tu le disais, je me disais, ouais, mais il me semble, moi aussi, j'avais entendu dire qu'ils n'arrêtaient pas la production, puis que. Effectivement, mais c'est probablement juste une question de délai, puis de, tu sais, moi, t'en prendre 2 de plus si t'es capable de livrer, là. Fait que c'est peut-être surtout ça. Et ça se vend combien d'unités, ces petites bébelles-là, Olivier? À date, si les Émirats arabes unis achètent 2 avions de plus, par-dessus les 3 qu'ils ont déjà commandés, le contrat total va valoir 1 milliard. Quand même. Ouais, 200 millions. C'est le radar guerrier, le même qui est sur le S-99 Argus des Suédois, et puis les... non, c'est un milliard. L'Embraer, comme un canot sur le dessus de l'avion. Là. Moi, je trouve que ça a l'air d'une section de Kit Kat, là, c'est une grande barre rectangulaire. On dirait une poutrelle à jouer. Kit Kat ou un canot sur le dessus de l'avion. Donc, le Pakistan qui est sur ce système-là, la Suède, la Grèce et le Brésil. Le Mexique aussi, je crois qu'ils en avaient. Oui. Okay. Puis au Brésil, ils mettent ça sur les ERJ. Tout le monde a ça sur un ERJ, sauf les Suédois puis les Émirats arabes. Okay. Est-ce qu'on est capable de savoir quel jet privé s'enligne pour se faire utiliser de manière militaire? Genre, est-ce qu'on sait, par exemple, s'il y a des modifications comme ça qui sont en cours sur les dernières versions des Globales? Ça viendrait éventuellement, mais souvent, ce qui va driver ce choix-là, c'est le range. Le Global a été choisi, entre autres, parce que c'est une bonne machine, machin, tout ça, oui, puis aussi parce qu'il peut rester en vol 16 heures. Fait que vu que c'est des avions de patrouille de reconnaissance électronique, ils patrouillent, ils tournent en rond au-dessus de la zone pendant des heures. Si tu as une autonomie de 2 heures, ça donne pas grand-chose, alors que là, ils peuvent rester... 16 heures, c'est au maximum, mais 12-13 heures en vol au-dessus de la zone de combat, ça fait une grosse différence. Fait que c'est entre autres pour ça que le Global avait été choisi. Puis tu as l'équivalent israélien de Sable, nos amis chez IAI, qui font ça aussi, mais eux autres, depuis presque toujours, utilisent des plateformes Gulfstream. OK, intéressant. Olivier, tu dis? Il y a aussi Dassault avec les remplace les Transal Gabriel par des Falcon. Je ne sais plus, c'est-tu des 5X qui prennent ou des 7X? Ouais. 5X, oublie ça. Non, 5X, ça vole plus. Le 6X, il vole pas encore. C'est des 7X ou des 8X qui prennent pour remplacer les Transal Gabriel. Exact, ouais. Donc, ils vont avoir leur propre... sans appel d'offres. Ouh! Oh my God. Je suis outré. Ils ont fait un appel d'offres, ils ont appelé une personne. Ils ont appelé la personne, ils ont dit fais-moi une offre. Un avion de guerre électronique basé sur un Falcon. OK. Conforme. Appel d'offres au singulier. Ouais, c'est ça, ouais. Un appel pour une offre. Puis en passant, Claudia, pour le Global, depuis son existence, le Global, depuis qu'il a été dessiné puis mis au point, les premiers Global, il y a toujours eu
plusieurs versions dérivées vers le militaire pour de la surveillance ou de global. C'est une bonne Il y a le Sentinel, entre autres, en Angleterre, là, qui doivent retirer depuis 10 ans puis qui gardent encore parce qu'il est trop bon. Il y a le E11 aux États-Unis. Il y en a un qui s'est écrasé en Afghanistan récemment. Qu'on a forcé à s'écraser, là? What? Non, il n'a pas été abattu. Les méchants, ils ont dit qu'ils l'avaient abattu, mais apparemment, l'avion aurait comme stallé ou une affaire comme ça. Là, ils ont, ah oui? Ils savent pas trop. Là. Il n'y avait aucun dommage sur l'avion d'un impact d'un missile ou quelque chose. Intéressant. Ouais. Triste. Oui. L'ATS de Boeing est assemblé. C'est quoi ça? Le ATS, donc, vous avez peut-être entendu parler du programme de la US Air Force, le Loyal Wingman. Donc, un avion sans pilote qui amène des armements ou des capteurs plus loin d'un avion qui est piloté pour l'aider. Et là, Boeing, eux, leur concept, c'est le Air Power Teaming System, le ATS, qui est fabriqué par Boeing Australie. Ce qui est intéressant avec cet avion-là, c'est qu'il a été développé et construit très rapidement. Ils ont commencé à le construire juste avant Noël et s'ils viennent de sortir, l'avion est assemblé, il est sur ses roues avec les ailes. Il est prêt à commencer les tests, à mettre l'électricité dessus puis partir le moteur, tout ça. L'avion fait 38 pieds de long. Il y a un très long nez. Le nez fait à peu près 8 pieds. Et le nez est interchangeable. Donc, ils peuvent changer le nez, mettre différents capteurs dans le nez. Donc, que ce soit des radars qui regardent vers l'avant, qui regardent vers le côté, des antennes satellites, des tourelles infrarouges, peu importe. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est avec les informations qu'on a, qui sont disponibles par le grand public, on ne sait pas si l'avion a une soute pour amener de l'armement ou si l'armement va être installé dans le nez de cet appareil-là. Donc, c'est avec les Australiens. Les Australiens sont intéressés pour venir épauler leur Super Hornet et leur F-35. Ouais. Et Boeing veut se positionner comme concurrent avec Kratos, qui font leur XQ-58 Valkyrie, qui est déjà en état de vol, qui est en train de faire ses tests. Ouais. OK, parce que ça, dans le fond, c'est un drone qui va en avant de l'avion de chasse. Oui, c'est en avant ou à côté, ou qui suit pas loin en arrière. OK. Un peu comme ouais, ben c'est toujours l'idée de ce fameux partage d'informations. Mettons, tu prends le cas du F-35. Là. Qui est très, très difficile encore actuellement, si je me rappelle bien. Non, entre autres, mais si on parle juste l'idée, le concept, l'idée avec le F-35, c'est que ils sont tous interconnectés. Il faut que tu vois ça comme une grosse... c'est de l'électronique avec des ailes. C'est un computer avec des ailes, un F-35. Là. Puis cette idée de Wingman, c'est de pousser ça encore plus loin. Fait que, c'est de dire, admettons, si toi, qui est complètement à l'autre bout de là-bas, tu vois quelque chose ou tu as vu quelque chose, tu peux dire au drone qui est 300 km plus loin à ta gauche, c'est lui qui va tirer pour toi. Ou en tout cas, on en débattra. On est en train de préparer un spécial, le F-35. Là. C'est toute cette interconnectivité-là qu'on pousse encore plus loin avec le Wingman. En fait, c'est le F-35 qui est correct pour partager son information. C'est le F-22 qui a des problèmes de traduction puis de partage. Lui, il est vraiment pas capable, mais le F-35, lui, ils ont pas ce problème-là. Ils ont pensé en le faisant qu'il allait avoir un problème. Non, en fait, ce que j'avais entendu, c'est plus que le système global, pas l'histoire du F-35, là, parce que ça, c'est soutenu par une espèce de méga ERP militaire. Là. Ça avait de la misère un peu à prendre tout ce qui venait du sol. Puis tout. C'est Avis, c'est le système de maintenance. Okay, c'est pas de ça que je parlais, mais d'accord. Parce que la US Navy a réussi avec le F-35. Ils ont tiré un missile dans le désert. Il y avait un F-35 qui volait, qui a détecté le missile avec son radar, qui a passé l'information de ciblage à un navire qui était dans l'océan Pacifique. Le navire a tiré un missile. Le missile était au-delà de l'horizon. En vol, le missile a commencé à parler au F-35. Le F-35 a dit était cible, elle est rendue à tel endroit, elle fait telle chose. Le missile a corrigé la trajectoire et est allé frapper la cible. Donc, ça fonctionne très bien, ce niveau-là. C'est vraiment la portion logistique au sol pour commander des pièces. Ouais. Ça marche. Non, le système en tant que tel, l'idée en arrière de ça, elle est... je dis, c'est cool. Là, on s'approche de Star Trek ou Star Wars, ça, choisissez. C'est juste que des fois, ça marche pas toujours bien. Mais on en reparlera. On va préparer quelque chose là-dessus. Ouais, OK. On n'est pas capable de faire un logiciel de gestion de l'entretien. L'entretien, qui a besoin de ça? Le M22 sort les griffes, Olivier. Oh, c'est cute. Ben le M22, s'il y en a des gens que ça fait longtemps qui jouent avec des simulateurs de vol, vous vous souvenez peut-être du simulateur de vol sur DOS qui s'appelait LHX? Oui, ça fait longtemps, ça.
Donc, il est disponible avec un émulateur. On peut quand même. Il est disponible gratuitement avec un émulateur si vous voulez vous amuser. Il y avait un V22 à l'intérieur de ce simulateur-là, qui a une tourelle en dessous du nez. Ouais. Pendant longtemps, on pensait que les Marines allaient installer une tourelle avec un canon en dessous du nez du V22 pour la défense de l'appareil. Ça s'est jamais avéré pour des raisons de complexité, centre de gravité. Aussi, il y a la perche gravitairement en vol qui est là. Il peut mettre une tourelle en dessous du nez pour une caméra. Ouais. Et là, ce qu'ils ont eu comme solution, parce qu'en ce moment, le V22, il y a juste une mitrailleuse sur la rampe arrière. Donc, le servant de cette mitrailleuse-là peut juste défendre l'arrière de l'appareil sur un champ limité. Ils ont installé une tourelle dans le trou cargo arrière du V22. Cette tourelle-là, elle est rétractée quand l'hélicoptère est au sol. En vol, elle est déployée, elle est en dessous de l'appareil. Elle couvre 360 degrés autour de l'appareil. Et le servant utilise une manette, un peu comme une manette de Xbox, et avec un casque spécial qui n'est pas en réalité augmentée, qui est juste avec des lunettes. Il voit ce qui se passe en dessous de l'hélicoptère, en fait, de l'avion, de l'hélicoptère, peu importe le convertiplane, et peut arroser allègrement les méchants avec son canon rotatif. Pour ceux qui aiment les détails, c'est un GAU-17, un minigun, le M134. Donc le bon vieux M134, ça tire de quoi? C'est de la 762 ou de la 20 mm? Du Vietnam, là. Écoute, pendant que tu parles, là, Grégory, moi je suis en train de regarder la vidéo de présentation du système. Là. Ouais. C'est hot, c'est une méchante machine. Écoute, on se ferait du fun. Tout petit enfant en nous aurait du fun avec ça. On va vous donner ça, chers auditeurs, dans les notes de l'épisode, bien entendu. Ouais. Vous donnez ça, vous dirigez vers. Bon, OK. Là, on est rendu au stade où la vraie vie commence à ressembler à un film de science-fiction. Il va y avoir une station spatiale en orbite autour de la Lune. Oui, le Lunar Gateway. All right. Avec le programme Artemis dont on vous a parlé la semaine dernière, la NASA a aussi un plan de mettre une station spatiale en orbite autour de la Lune. Donc, l'orbite de cette station-là serait elliptique. Donc, ce ne serait pas ronde, ce ne serait pas circulaire, un peu comme les missions Apollo ont fait. S'approcherait à un certain point, elle serait plus proche de la Terre que de la Lune, ce qui faciliterait pour une fusée d'aller de la Terre à la Lune à cette station-là. Et là, ils pensaient avoir un problème pour lancer la station qui aurait été en plusieurs parties. Ils pensaient avoir à lancer 2 morceaux, par exemple, chacun sur 2 fusées, les mettre en orbite autour de la Terre, les envoyer vers la Lune, les mettre en orbite autour de la Lune, les faire se rejoindre, les arrimer ensemble, s'assurer que tout fonctionne comme il faut, patati patata. Donc, ça aurait pris des moteurs sur les deux morceaux, ça aurait pris des connexions difficiles à établir entre les deux, un peu comme on avait un peu entre le LEM et le module de commande d'Apollo. Ouais. Mais là, nos amis chez SpaceX, on aime beaucoup, avec la Falcon 9 Heavy, sont après développer un carénage allongé pour du cargo militaire, pour des gros satellites militaires. Ouais. Et avec ce nouveau carénage-là, la NASA s'est rendu compte qu'ils étaient capables de joindre les 2 modules ensemble au sol et les envoyer autour de la Lune en un seul voyage. Good. Donc, ça sauve beaucoup de complexité. Et puis, ils vont sauver... ça diminue le risque. Donc, au lieu d'avoir 2 lancements qui peuvent mal aller, mais il y en a juste un qui peut mal aller. Et puis, on oublie tout le problème d'arrimer en orbite de la Terre, de désarrimer en orbite de la Terre, de se rendre autour de la Lune, de se réarrimer. Ouais. Ça simplifie aussi les connexions entre les différents modules. Donc, pour les curieux, c'est le Power Propulsion Element et le Habitation and Logistics Outpost qui vont former la station spatiale, le Lunar Gateway autour de la Lune. Quand ça? Ça devrait être 4 astronautes pour 30 jours et ravitaillés avec un Dragon. À partir de quand? La date de lancement prévue, c'est? On nous avait dit c'est 2023. Ça, c'est avant les retards. Il semblerait que, d'après moi, s'ils sont capables le fait qu'ils soient capables de le faire au sol versus dans l'espace, ça devrait justement éliminer les retards. OK. Parce qu'on s'entend que dans le secteur spatial de l'aérospatial, les retards, je pense, sont au moins aussi fréquents, sinon plus, que dans le secteur aéronautique. Oui, sauf qu'eux sont capables de faire du télétravail. Le facteur Elon Musk, là, il dit quelque chose, il faut faire plus 6 ou plus 8 mois ou 12 mois. C'est un peu comme dans Astérix et Obélix, là, quand ils disent qu'ils veulent construire, là, c'est 6 mois avec combien de retard? C'est ça. Mais là, du côté du pas vraiment de retard et de on tient pas mal nos promesses, la Chine lance finalement sa fusée Longue Marche. En fait, je dis ça, là. Est-ce que j'ai bien compris? Il n'y a pas eu vraiment de retard? Ça fait un petit bout de temps qu'elle est en développement et la Longue Marche a eu quelques accidents avec la fusée récemment.
Ce printemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont eu un lancement, la fusée elle a explosé durant son ascension. Oh, c'était celle-là. Ouais, donc, on risque de jamais savoir qu'est-ce qui a causé ce problème-là, comme c'est secret. Mais récemment, ils ont fait voler une longue marche, le modèle 5B, avec la capsule qui va remplacer la capsule Shenzhou. Vous avez vu le film Gravity? Oui. À la fin, elle ramasse la capsule Shenzhou et elle revient sur la Terre. Sandra Bullock. Donc, c'est la capsule qui remplace ça. On n'a pas encore de nom, mais elle ressemble, grosso modo, à un dragon, mais beaucoup plus gros. Ouais, et c'est une fusée pas l'oiseau, lourde. C'est un lanceur lourd qui peut amener 25 tonnes en orbite. OK, puis ça veut dire que si ça fonctionne, après ça, la prochaine étape, c'est la mise en orbite lunaire. Les Chinois, non, c'est Pluton. Je pense qu'ils vont direct à Pluton. Oui, Pluton. Donc, la capsule, si vous vous souvenez, en 2014, il y a eu le test de Orion, la capsule américaine. Ouais. Ils ont fait une mission avec une Delta 4 Heavy. Ils ont fait une orbite hautement elliptique. Ils ont simulé un retour lunaire avec leur capsule. Les Chinois ont fait la même chose avec la leur, avec ce dernier vol-là. Donc, ils ont fait une orbite hautement elliptique. Ils sont revenus ici avec une vitesse, je pense, c'était 9 km/s. Ils ont rentré dans l'atmosphère qui simule la vélocité quand on revient de la Lune. Et chose intéressante, lundi, le core stage de cette fusée-là est toujours en orbite, mais sur une orbite qui est non stable. Et ce morceau-là, qui fait à peu près 100 pieds de long, va revenir sur Terre d'une façon non contrôlée. Oh. Donc, c'est le plus gros objet qui revient sur Terre non contrôlé, je pense, depuis Skylab. OK. Oh mon Dieu. Puis là, ils n'ont aucune idée de où et... Là, il va-tu tout ramasser sur son passage, là, ou... Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'orbite est les 4,1 degrés au nord et au sud de l'équateur. Et une minute si on se trompe d'une minute dans les calculs pour savoir où cet objet-là va rentrer, ça peut soit vouloir dire que l'objet, chaque minute d'erreur, en fait, c'est 500 km d'erreur au sol. OK. Et là, pour donner une idée, lundi, la fusée pourrait, le débris pourrait rentrer dans une zone qui va de New York à la Nouvelle-Zélande. Okay. Et ça modifie. Si il fait chaud cette journée-là et l'atmosphère prend l'expansion, va venir ralentir la fusée plus. Ouais. Donc, ça va accélérer sa rentrée. Si le soleil réchauffe plus un côté de la fusée que l'autre, ça va venir modifier les facteurs. Donc, on ne sait pas, la US Air Force surveille le dossier, mais lundi, on devrait avoir des nouvelles de tout ça. Ça devrait être assez... intéressant. Assez ben voyons donc. Mais je sais qu'il y a une équipe qui traque les débris, là, mais à ce point-là, je sais pas. Non, mais on s'entend, là, genre, en théorie, mettons, je présume, si on voit que ça s'en vient vers New York, ça va se faire détruire en haute atmosphère, genre. Mais... Là, je pense que ça va être détruit de toute façon dans la réentrée, mais il va y avoir des morceaux qui vont arriver au sol. Souvenez-vous, Skylab, ça avait fait toller en Australie quand il était rentré. Il y avait des gros débris qui ont tombé dans le désert australien, puis les gens avaient dit, non, mais c'est pas gentil de nous en tirer ça sur la tête, là. Ouais, mais... C'est understatement of the year. C'est pas très gentil. Ouais. Ben, Cosmos 29, pas content. Cosmos 29 qui était tombé dans le nord du Canada. Aïe! Il y en a plusieurs. C'était un satellite nucléaire, puis je me souviens, mais c'est des particules qu'ils avaient retrouvées quasiment. Okay. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont les radiateurs RTG, là. Les radioactifs thermal generators pour générer l'électricité. C'est comme ça qu'ils sont capables de fonctionner même dans la nuit en orbite. Ouais, donc les débris sont dirty, là. Ils émettent des radiations. Débris, ouais. Exact. Quand il y avait la sonde Galileo qu'il l'avait envoyée dans l'espace, le gros problème qu'ils avaient, il fallait pas que ça explose en décollant parce que ça aurait vraiment fait beaucoup de dommages. Il y avait un gros réacteur RTG sur Galileo et c'était une des craintes qu'ils avaient quand ils l'ont fait décoller. Eh boy. Hey, mais c'est la science, les amis. La science. Rien n'est sans risque, hein? Le X-37 est prêt pour sa prochaine mission. Oui, le X-37, le petit avion spatial américain, a un autre programme de Boeing qui, lui, va très, très bien. Donc, il a dépassé toutes les attentes. Ils en ont fabriqué deux. Il y a eu le véhicule 1 et le véhicule 2. Le prochain lancement, c'est sa 6e mission. Elle va être lancée le 16 mai prochain sur Atlas 5 de United Launch Alliance. Ça va sûrement être visible sur YouTube en direct, ce lancement-là. Donc, cette mission-là, par exemple, ce qu'il y a de particulier, il va utiliser un module de service la première fois qu'il va utiliser ça. Il va avoir plus d'expérience, dont une expérience
ça fait longtemps qu'on parle de ça. Je me souviens, quand j'étais petit, on allait au musée de la science à Ottawa, puis on parlait de transmettre de l'électricité par les micro-ondes. Puis il y a toujours des petits exercices, des expériences qui ont été faites à petite échelle, mais eux, avec le X-37, cette fois-ci, ils vont le tester en orbite. Donc, ils vont envoyer l'électricité à un autre satellite ou au sol. Et donc, ça vous permettrait de... Ah, mais c'est incroyable, hein, c'est des affaires. En préparation d'émission, on disait en joke, là, j'arrêtais pas de niaiser là, avec Yoko Tsuno, là, parce que, mais c'était... On regardait ça en BD, puis on disait, ouais, franchement, de la transmission... Puis là, je parle de la transmission d'énergie par whatever, là. On voit ça souvent dans les BD là, de Jean Leloup, là. C'est Roger Leloup, excusez-moi. Jean Leloup, Jean Leloup, lui, il voit d'autres étoiles, c'est pas pareil. Ouais. Mais tu sais, c'était magique. On regardait ça, waouh, la transmission d'énergie par satellite et machin. Puis, hey, sérieusement, c'est en train de. Tu sais, c'est des tests, OK, mais quand même. Ouais. Puis on s'entend, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un X-37B, là, dans le langage populaire, c'est la navette de la CIA. Ouais. La navette de la CIA ou de la US Air Force, c'est comme une navette spatiale, mais plus petit, à peu près le tiers de la grosseur. Et puis, elle décolle sur une fusée avec un carénage autour pour protéger le véhicule dans l'ascension. Mais elle revient et atterrit comme un avion, comme une navette spatiale à Cap Canaveral avec un train d'atterrissage. Et ce qui est particulier du X-37, c'est que le véhicule vraiment dépasse toutes les attentes. La dernière mission a duré 779 jours en orbite. C'est 2 ans. Oui. 2 ans en orbite. Donc, la première mission, je pense ils l'ont mis en orbite. Ils se sont dit, on va faire 1 mois. Au bout d'1 mois, ils ont dit, ça va trop bien, on continue. Ils sont restés 6 mois en orbite. Tout le monde était comme, wow. Et puis là, il reste 2 ans en orbite avec ce véhicule-là. C'est impressionnant. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais les missions qu'effectuent ou les expériences ou les choses qui sont effectuées en orbite, c'est pas tout du domaine public avec la X-37B, exact? Oui, c'est des expériences militaires, mais la mission qui s'en va le samedi prochain, la 6e mission, elle a de particulier qu'il y a 2 expériences de la NASA, en plus des expériences militaires. Donc, on devrait en savoir plus sur ces expériences-là, comme c'est du domaine public avec la NASA. Parlant d'une expérience de la NASA, la grosse nouvelle de la semaine, messieurs. Oui. Maverick s'en va dans l'espace. Tom s'en va dans l'espace. Ben, en tout cas, il y a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances d'y aller. Pas fait encore, là, mais il y a de bonnes chances d'y aller. Non, c'est pas fait. Ben, en fait, le président de la NASA a confirmé qu'il y avait des discussions avec Tom Cruise pour éventuellement tourner un film dans la station spatiale. Okay? Et ce n'est pas Mission Impossible pour ceux qui seraient tentés de le dire ou de le penser. Mais il n'y a aucun texte qui a confirmé que Tom Cruise irait lui-même tourner dans l'espace, mais comme on connaît bien Tom Cruise, on l'imagine mal manquer une occasion pareille que d'aller se promener dans la station spatiale. C'est pas mal dans ses cordes, ce genre d'expérience-là. Corrige-moi si je me trompe, Olivier, mais c'est pas Mission Impossible qui va être tournée dans l'espace. Hein? Non. Greg nous l'a confirmé hier, ce n'est pas Mission Impossible. Je vous le dis, ce n'est pas Mission Impossible. Donc, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre. Il y a des paris à Las Vegas là-dessus. Donc, Grégory Blanc a mentionné que c'était pas Mission Impossible. Ce n'est pas Mission Impossible. Grégory Blanc à 30 000 contre 1. Ouais, puis c'est-tu Top Gun 3? Top Gun 3, on le sait pas. C'est peut-être Spaceballs 2, par exemple. Non, arrêtez, là, je vais pleurer. Ça aurait été tellement j'attends à Noël. Là. Bon, là-dessus. En tout cas, fait que bonne nouvelle, ouais, ça va être cool, ça va être le fun. Tom Cruise dans l'espace, Tom Cruise. On a oublié, bonne nouvelle, on a oublié la nouvelle de L3 Harris. Hey, on en a 2, en fait. L3 Harris, oui, c'est vrai, on parlait de tout ce qui allait mal, puis je m'étais dit, on va revenir à ce qui va bien. On pourrait finir sur une bonne note. Non, t'as raison. Oui. En fait, ouais. L3, eux, continuent à engager. Oui, absolument. L3 Harris, qui est à Mirabel, mais qui est parti au Canada, en fait. Et L3 Harris, là, c'est le plus gros fournisseur de services de soutien aux appareils des Forces armées canadiennes. Dans les appareils qui soutiennent, ils ont le CF-18 Hornet, bien entendu, que tout le monde connaît. Ouais. Mais ils ont aussi le CP-140, qui est le Aurora. Le CC-310, le Polaris. Le Polaris, c'est un Airbus 310. Là. CC-150, merci.
Chinook CH-147, l'hélicoptère. Ensuite de ça, tu as le CH-148, le Cyclone. Et tu as également le Tutor, pour ceux le Tutor, le CT-114, l'avion d'entraînement ou l'avion de démonstration, des Snowbirds, qui est supposé être remplacé depuis 20 ans, puis qui ne sera pas remplacé dans 20 ans. Ça veut dire que le 3 Harris, c'est pas il est fabriqué par Canada, de faire l'entretien. Ils sont pas à risque de perdre ce contrat-là. Et non, et d'ailleurs, le 3 Harris oh là là! On va laisser nos auditeurs sur une bonne note, là. Non, en fait, il y en reste une autre. Donc, bravo. C'est 100 postes à combler dans tous les domaines. Hein. On parle de technicien avionique, technicien d'entretien, mais aussi technicien comptable. Gestion, analyse financier. Il y a vraiment, c'est 100 postes. Mercredi prochain, L3 Harris fait une journée porte ouverte. Pas une journée porte ouverte, par exemple, mais une séance de clavardage. Faut passer par Aéro Emploi. Donc, c'est du clavardage en direct. Vous allez pouvoir clavarder directement avec les recruteurs de la L3 pour ceux qui sont intéressés. Il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont péter des scores de CV reçus. Écoute, on leur souhaite. Mercredi prochain. On leur souhaite. Hey, des beaux projets comme ça, des beaux programmes, why not? Et une dernière, Olivier? Le AG600? Oui, mais ça, c'est André, ça. Ouais, on en a parlé vite du AG600. Là. On l'a mentionné tantôt. C'est pour ça que je me suis fait avoir par le... C'est le fameux hydravion, là? Amphibie. Oui, c'est ça. C'est un avion amphibie, donc qui peut décoller de terre sur l'eau. C'est un quadrimoteur. Ouais. Capacité 50 passagers. Et ou, parce qu'il peut faire aussi de découpage puis servir au service des incendies de forêt, 26 tonnes d'eau, comparativement à 12 tonnes pour le CL-415, pour vous donner un ordre de grandeur. L'avion a commencé ses essais en vol il y a près de 2 ans maintenant, entre 1 an et demi et 2 ans. Ouais. Mais il faisait juste des décollages sur terre et des atterrissages sur terre. Là, il commence à les essais avec les décollages et amérissage à partir des plans d'eau. Puis sortir le rentrer et le sortir de l'eau. À la manière d'un CL-415, là, il peut atterrir dans l'eau puis monter une rampe, aller à un hangar. Donc, ça avance. Les Chinois qui continuent à développer. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est dérivé d'un BRIF, ça, l'AG600? Oui, grosso modo, c'est un BRIF BE12, le bimoteur bidérive des Russes. Et les Chinois, ils en ont eu de ces avions-là. Ils ont développé le Harbin SH5, qui est comme un BE12, mais quadrimoteur, avec un train. Le BE12 avait un train classique, lui, il avait un train tricycle. Et le AG600, c'est vraiment l'extrapolation du SH5 en AG600. Je serais curieux de voir le AG600 de proche, en fait, les plans, voir qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas gardé dans ces deux avions-là, mais c'est vraiment... Il y a quelques photos sur Internet, Olivier, où tu vois les gens, tu sais, des cérémonies là, quand ils ont fait tu vois les gens debout à côté, là, c'est une méchante... ça n'a aucun rapport, là. Puis pour ceux qui seraient tentés qu'il est bien plus fort que le 415, ben, il est 3 fois plus gros, puis c'est un 4 moteurs aussi, là. Fait que, le SH5 il pesait 100 000 livres, donc le AG600, je crois qu'il est... c'est un monstre. Bon an, mal an, les Chinois, là, ils ont 4 programmes en développement. Là. Ils ont l'AG600, le MA700, le C919, puis ils ont la RJ21 qui est en production. Oui, il y a quelque chose qui me dit que dans 20 ans d'ici, on rira plus beaucoup des Chinois en aéronautique. Ben moi, je ris plus déjà. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter sur Internet. Donc, André, juste précision, c'est 26 000 livres d'eau et non 26 000 kilos. 26 000... Ouais, j'avais dit 26 000 kilos. Ouais, tu as dit 26 tonnes. 26 000 livres, c'est 12 tonnes. Non. Moi, ce que j'ai lu, c'est 26 tonnes. Non, messieurs, on va vous laisser vous obstiner on va s'obstiner en paix. On va faire des recherches, on va revenir avec ça. On va mettre la réponse dans les notes de l'épisode. Vous n'aurez pas besoin d'attendre et de vivre un gros suspense pour savoir lequel des deux a gagné le duel. Ouais. OK. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous là-dessus. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible.
Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.